Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro, il est 20h30, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, bonjour, enfin bonsoir Cynthia. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Ça va bien? Ouais, nickel. Bonne semaine? Parfait. Ça a volé beaucoup? Ouais, il y a Parfait. du beau temps en ce moment, un peu de vent, mais Ouais. on sait que le vent ça n'empêche pas un avion de voler. C'est ça. Il y a Flavio qui est connecté et il y a pas mal de gens qui sont déjà là. Salut Soyez les à tous. bienvenus. Alors vous voyez, on inaugure un petit peu du nouveau matériel. On a des casques de retour, il y a un petit décalage. Est-ce que vous nous entendez bien? Il y a de l'écho. Il y a un léger écho. Ouais, en fait, je pense que ma voix passe par le tien. Ça passe par là, donc voilà. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Alors, on va vous saluer. N'hésitez pas à poster un petit coucou dans le chat. Comme ça, on vous salue. Et puis, c'est plus sympa. Il y a notre Aïlicia nationale qui est là. Bien sûr. Toujours. Encore et toujours. Il y a Julot, évidemment, qui est là avec l'équipe de modération. Fabien, MMG7F, qui est là, qu'on salue. FreeFlight 30 aussi, de l'équipe de modération, qui est présent. Flavio, qui est là. Et puis, faites un coucou, hein, les copains, n'hésitez pas à le faire. Hein. Ah, Lord Voilà, Gibus, Lord Gibus qui est là aussi. C'est incroyable, il y a tout le monde Mais ce oui, il y a soir. tout le monde. Il y a tout le monde, il y a tout le monde. Donc, soyez les bienvenus dans cette émission de la zone aéro. Arline qui est là, regardez. Ah bah, on la salue particulièrement, Arline, parce que Arline, c'est la future, on peut le dire, hein, c'est la future voix off de la zone aéro. On va refaire toute la partie habillage. Et il nous fallait une petite voix, comme dans C'est pas sorcier, tu vois un peu. Ah, l'idée. c'est notre Voilà, Sabine, donc, c'est pas ça qu'elle s'appelle. Arline est avec nous et c'est elle qui va se charger un petit peu de tout ça. Donc, vous la verrez pas, mais vous entendrez sa voix. Enchantée Arline. Le mystère plane. Voilà. Alors, les amis, petit rappel, évidemment, vous savez, la zone aéro, c'est en direct sur Twitch. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez les systèmes de subs, c'est en dessous de votre écran, vous nous soutenez. Et puis, en même temps, ça vous permet de bénéficier du live sans publicité, ce qui est plutôt pas mal, et d'avoir le replay dans la foulée pendant 14 jours en primeur. Et ensuite, vous avez aussi le système de Prime, Amazon Prime, là. Et finalement, on peut dire que c'est un peu Jeff Bezos qui paye votre abonnement. Il est généreux. Voilà, il est généreux. Vous avez la page Patreon aussi de l'émission qui vous permet de devenir, si on peut dire, les patrons de la zone aéro. Ça nous aide beaucoup. Vous voyez, financer tout le matériel on essaie d'améliorer la qualité du direct. Et puis évidemment, si vous ne pouvez pas forcément voir les lives Twitch, vous avez la page YouTube qui existe avec toutes les émissions qui sont en replay. Vous pouvez les retrouver quasiment toutes à 15 jours après la diffusion. Donc n'hésitez pas à le faire, rejoindre, commenter et puis partager les vidéos. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à le faire. Voilà, dernière petite chose, je remercie toutes celles et ceux que j'ai pu croiser au salon des métiers, de la formation des métiers de l'aérien, de l'aviation. C'était le week-end dernier au musée de l'air du Bourget. On a rencontré pas mal de monde, on a discuté, c'était super sympa et on vous prépare de chouettes émissions puisque là il y a quasiment déjà 8 volets de la zone aéro qui ont été calés avec des invités qu'on aura le plaisir de retrouver, donc ça c'est cool. Moi j'ai une question quand même, parce que sur la vidéo, tu as annoncé que tu allais signer des slips et des t-shirts. C'est pas moi, c'est Nico. Je veux savoir si vous en avez signé. C'est Nico, faut lui demander. Mais Nico est malade. Il m'a yes. écrit tout à l'heure, il m'a dit j'ai une grippe, je suis au lit. Donc voilà, Nico ne sera pas là ce soir. On n'aura pas la réponse ce soir. Non, mais il faudra lui demander. Mais On lui demandera. peut-être que oui. Hein. Peut-être que oui. Allez, les copains, oui, force à lui. Merci pour lui. Allez les amis, on enchaîne sans plus attendre. On va déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. Ouais. Allez, c'est parti, le dépôt du plan de vol de ce soir. Je vais le faire apparaître, tu sais, de ton côté. Il Ah, arrive c'est par vrai. là-bas. Ah, oui. Regarde, hop, voilà. Actualité du terminal dans un instant.
Ouais, la saison des maladies rude en ce moment. Godwin Pig qui est avec nous. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la zone. Les actus du terminal, on en a 2, plus une petite séquence un peu particulière avec un intervenant, on vous fait la surprise tout à l'heure. On va parler, donc c'est toi qui as fait les actus, moi j'ai rien fait en fait. Ouais, c'est des petites actus. Enfin si, moi j'ai préparé l'intervention de notre invité spécial. Ah oui, c'est pour ça, c'est toi qui as travaillé le plus cette semaine. Non. Oui, si, c'est toi. C'est toi qui as travaillé le plus. Ah non. Ah, c'est l'organisation. Ensuite, séquence, vous le voyez ici, stabiliser en croisière. Pourquoi croisière? Pourquoi stabiliser? Parce que vous allez comprendre qu'on va parler aviation d'affaires. Qu'est-ce que c'est que l'aviation d'affaires? Quel est ce métier? On connaît un peu le métier des pilotes de ligne, mais en aviation d'affaires, on en a beaucoup parlé en plus dans l'actualité, parce qu'il y a des gens qui tapaient beaucoup sur l'aviation d'affaires en disant oui, mais attendez, c'est des risques. On va mettre les choses à plat ce soir. On va parler du métier avec Thibaut qui est là et qui va venir nous voir tout à l'heure. Il est pilote sur Dassault Falcon 900, pilote instructeur en plus. L'aviation d'affaires, c'est son quotidien. Et en plus de ça, il est instructeur en école de pilotage. Donc il apprend à piloter aux petits et il apprend à piloter aux grands qui arrivent sur Falcon. Donc ça va être intéressant et je vous rappelle que vous pourrez lui poser toutes vos questions. Il y répondra. Vous voulez connaître le quotidien d'un pilote d'aviation d'affaires, c'est avec Thibaut, c'est tout à l'heure, dans la séquence stabilisée en croisière et fin d'émission, comme d'habitude, la séquence foire aux questions, la séquence remise de gaz, qui vous permet de poser les dernières questions, puis on parle évidemment du programme, des émissions à venir, comme ça vous êtes au courant. Voilà. C'est un beau programme. J'espère, j'espère. De toute façon, on n'en a pas d'autres, donc ça va être celui-ci. On salue Paul FR qui vient d'arriver, le Falcon, une Rolls-Royce de l'air, ah bah oui. On va en parler tout à l'heure avec Thibaut. Eh bien, c'est parti, on enlève le tien, tu peux le pousser un petit peu par là-bas, le sommaire, voilà, hop. Et puis, c'est parti pour l'actualité du terminal. La voix du présentateur résonne, ouais, on a un petit peu d'écho, justement, on est en train d'essayer de régler ça. Mais c'est bien, si on dit des choses intelligentes, on les entendra 2 fois. C'est l'avantage de l'écho. Alors, il ne faut pas qu'on se trompe. Ouais. Allez, c'est parti, actualité du terminal. Et logiquement, oui, c'est incrusté, on voit l'image, c'est parfait. Et c'est Cynthia qui s'y colle, puisque tu vas nous parler, pour commencer, d'Airbus A321 XLR. Exactement, donc l'Airbus A321 XLR était en projet depuis un petit moment. Et ça y est, l'assemblage a commencé sur la chaîne de Toulouse, où ils assemblaient déjà la 320 Neo. Donc depuis pas longtemps, depuis quelques semaines, donc pour faire du moyen et du long courrier. Il est dédié donc sur la chaîne du programme A320 Neo et ce qui est important, c'est qu'il va faire partie de la flotte de la compagnie espagnole Iberia, donc il va être prochainement mis sur le marché. Et donc jusqu'à présent, ils sont très fiers à Toulouse. Mon pays, quand même. Ils sont très fiers à Toulouse parce que forcément, avant, il n'y avait que la chaîne de Hambourg en Allemagne qui était capable de faire cet assemblage-là au complet. D'accord. Donc voilà, on va pouvoir le rencontrer prochainement, cet avion. Donc 321 XLR. Ok. Ah, c'était ce petit accent, dit Lord Gilus. Actualité numéro 2, moteur électrique. Et voilà, donc Safran, ça y est, après 10 ans de travail avec le HASA, ils ont enfin sorti le premier moteur électrique homologué et qui peut être commercialisé. Donc il s'appelle Ingenius 100. Et donc il a été présenté le 3 février 2025. Exactement, il a été présenté au musée des Arts modernes de Paris. Et donc, l'objectif, c'est de réduire l'impact carbone qu'il va y avoir pour les petits aéronefs et à terme sur les navettes régionales et pourquoi pas sur la plus grande envergure, sur les plus grands avions pour faire du commercial. Donc des avions de ligne électriques. Exactement. Ok. Et donc pour le moment, l'usine, elle sera ultra automatisée, basée à Niort. Voilà, donc c'est français. Ok. Bon, donc c'est chez Safran, voilà, Safran, donc ouais. Un petit cocorico, puis on va suivre un petit peu. Exactement. Tout ça par an, de près. il voit quand même. 1000 moteurs par an. Ouais. D'accord. C'est pas mal quand même. Bah oui. On continue. Alors Safran en grosse progression en termes de moyens.
Ouais, nous dit MMG7F qui en plus est du secteur. Ah, Moteur ça. électrique radial. On peut parler de moteur électrique radial. De look peut-être, Ouais. mais bon, radial c'est quand même sur des moteurs à piston. Donc, bon. On continue et on va revenir sur des actualités, une petite série noire dont on a parlé il n'y a pas longtemps, puisque malheureusement on a été témoin de différents crashs d'avions, fin 2024, début 2025. Et justement, ce soir, alors attendez, hop, j'enlève là, et on ne peut pas parler de crash sans recevoir Aldo. Bonsoir Aldo, est-ce que tu nous entends bien? Bonsoir, je vous entends 5 sur 5 tous les deux. Il n'y a pas d'écho de mon côté. Bonsoir Cynthia et Sébastien. Merci Bonsoir. de m'inviter sur la zone. Bonsoir Aldo. Alors Aldo, tu as traité comme d'habitude sur ton canal Aldostérone Aviation tout ce qui concerne ces crashs. C'est une série noire. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que finalement, quand on regarde un petit peu tes vidéos, on se rend compte que les origines sont quand même très diverses. Oui, des origines très diverses, mais les lois des fois des séries ou les lois de la statistique font que soudainement, des fois pendant longtemps, on n'avait rien. Des fois pendant un an presque, on est tranquille, tout ça, on commence un peu à se relaxer, s'embourgeoiser, pensant que les grands crashs, bah, ça fait partie du passé. Hein. La preuve qu'il ne faut jamais se relâcher au jour le jour. Et puis, comme disait un ami pilote qui travaille pour l'armée française, il me dit toujours... L'heure de vol qui compte, c'est la prochaine. C'est pas les heures qu'il y a derrière, c'est l'heure qu'il y a devant. C'est la plus importante. Et donc, on a le Jeju-Air, hein, cet accident extrêmement grave, 737 en Corée du Sud. On a aussi un accident, un abordage à Washington, entre un hélicoptère et un avion de ligne. Et puis, on a aussi cet avion ambulance qui transportait un malade qui s'est écrasé aussi à Philadelphie. Ouais. Donc le Jeju, justement, tu as été un des premiers à reprendre un petit peu les vidéos. J'ai vu cette semaine que les enquêteurs avaient retrouvé des plumes dans les deux réacteurs. Oui. Donc la collision aviaire, elle est probable. Alors, la collision aviaire, oui, elle est probable. Donc, probablement, il s'est pris des oiseaux. Maintenant, il y a quelques chiffres qui ne collent pas. Je te donne juste un chiffre. Je le partage avec l'audience. C'est que au moment où il envoie le Mayday, au moment où il y a un problème, il est à 498 pieds, mettant 500 pieds. À ce moment-là, les boîtes noires vont s'arrêter d'enregistrer. Le CVR, le DFDR, à partir de ce moment-là, sont vides. Il n'y a rien dedans. Maintenant, le souci qu'on a, c'est que l'accident lui-même, cet accident extrêmement grave, où on voit l'avion glisser sur la piste et finir contre un monticule de terre et tout, il va arriver 4 minutes plus tard, 4 minutes et 7 secondes plus tard. Il était où l'avion pendant ces 4 minutes? C'est-à-dire que s'il perd les deux moteurs à 500 pieds, il ne va pas voler 4 minutes. Moi, je suis gentil, il vole 20 secondes, 30 secondes, pas plus. Or, il arrive non seulement 4 minutes plus tard, mais il arrive comme un missile, il arrive avec une forte énergie. Cette énergie, elle vient d'où? Si les deux moteurs étaient tombés en panne à 500 pieds, il n'aurait pas, il aurait fini au sol 30 secondes plus tard. Or là, probablement ce qu'on a eu, c'est un impact d'oiseau, peut-être avec des moteurs qui fonctionnent peu ou prou, hein, avec des vibrations, peut-être du feu, du pompage réacteur, tout ça, et puis qui vont probablement lâcher dans les minutes qui suivent. Voilà. C'est peut-être vers ça qu'on s'oriente, mais on ne saura jamais vraiment la vérité. C'est un de ces accidents qui sera toujours remis en cause, même dans 10 ans, parce qu'on n'a pas les boîtes noires. Il n'y a rien, strictement rien. Et on va toujours avoir des gens qui disent, typiquement, ça peut être des familles de victimes, ça peut être des observateurs qui disent non, moi je ne suis pas d'accord avec les enquêteurs, leur théorie ne tient pas la route, il y a des intérêts qui ont été protégés, tout ça. On aura toujours ce genre de propos, parce qu'il n'y a pas de boîte noire. Oui, la seule chose qu'on a, c'est les vidéos. Ah ben oui, c'est les vidéos, les communications avec la tour de contrôle, les enregistrements radar, oui, mais en fait, on n'arrive même pas à synchroniser, tiens-toi bien, on n'arrive même pas à synchroniser les données des boîtes noires jusqu'au moment où elles s'arrêtent avec l'ATC, par exemple, ou autre. Tu sais pourquoi? Parce que il y a le time code sur les boîtes noires, mais le time code, des fois, il est foireux, des fois, il est décalé.
Et comme on n'arrive même pas à synchroniser correctement. Donc, beaucoup de défis dans cette enquête et j'espère qu'on pourra avoir de réponses. Mais j'ai quand même l'impression qu'on aura des réponses qui seront toujours sujettes à caution, malheureusement. Ouais. On peut parler aussi de ce fameux monticule qui est en bout de piste et qui théoriquement ne devrait pas être là. Oui, théoriquement, il ne devrait pas être là. Alors, j'ai parlé à des techniciens qui installent ce genre d'antenne. Et ce qu'ils me disent, c'est que des fois, la piste, quand on la regarde, d'ailleurs on le remarque souvent quand on est au décollage sur une piste longue, des fois on voit que soit elle est bombée vers le haut, soit elle est creuse, soit elle fait elle fait des S. Et donc il me dit que des fois, quand la piste est complètement va dans tous les sens, eh bien on est obligé de surélever l'antenne. L'antenne du localizer, donc celle qui indique l'axe de piste, on est obligé de la surélever parce que sinon, si on la place au niveau du sol, l'avion peut potentiellement passer dans un creux au niveau de la piste et il la perd de ses instruments. Donc, soudainement, il la perd. Donc, si on est sur de l'ILS 4.3 et tout ça, qui doit vraiment donner le centerline tout le long, on ne peut pas se permettre ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On surélève l'antenne. Sauf que là, ils ont utilisé une méthode très bourrin. Ils auraient pu la surélever par d'autres moyens, mettre des tiges en aluminium et autres. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris la méthode bourrin. Donc, ils ont pris un bulldozer, ils ont tassé de la terre et puis ils ont placé l'antenne par-dessus. Et ça, c'était un accident qui attendait d'arriver. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être juste un accident. Imagine, sortie de piste à haute vitesse. Même pas nécessairement un truc aussi dramatique que ça. Juste un avion, met les gaz, un moteur explose, machin, on sort de piste. Ça aurait pu finir avec un drame. Aussi simple que ça. Ouais. Donc c'était un drame qui attendait d'arriver, malheureusement. Ouais. Il y a Mr. Light Green qui nous dit normalement tous les obstacles qui sont censés être dans la piste sont censés être frangibles. Oui. Oui, ça c'est l'OACI qui le dit. Je ne sais plus l'annexe, je crois que c'est l'annexe 14 qui indique comment on construit les aéroports et tout ça, mais malheureusement, si toutes les choses étaient normalement, on n'aurait jamais eu d'accident. On ne serait même pas en train de parler d'accident. Le problème, c'est que chaque fois qu'on a un accident, on découvre qu'il y a eu du laisser-aller, il y a des choses qui n'étaient pas valides, qui n'étaient pas légales. Des fois, il y a des choses qu'on savait que ce n'était pas réglo, mais on devait les régler, mais par moment, il n'y a pas les moyens, il y a l'administration, la bureaucratie, qui fait qu'on attend jusqu'au jour où on a le drame, malheureusement. Ouais. Alors, c'est un petit peu le même cas qu'on a rencontré avec le crash de l'avion de CRJ et l'hélicoptère il y a quelques temps, à Washington. Oui, à Washington, justement, j'étais à Washington il y a peu de temps, et puis il y a 10 jours, 15 jours, et puis ce que je voyais là-bas, effectivement, c'était un trafic aérien intense, mais en même temps, un trafic d'hélicoptères. Il y a des hélicoptères militaires qui volent partout. Alors, encore une fois, il y a un chiffre assez ahurissant que j'entends. Moi, ça me donne le tournis, ce chiffre-là. Quand j'entends les uns et les autres dire « Ah oui, mais l'hélico devait voler en dessous de 200 pieds, et puis il semblerait que sur le radar, ça affichait 300, et c'est pour ça qu'il s'est pris l'avion et tout ça. » Moi, je me dis « Mais attendez, les gars, vous séparez un hélicoptère et un avion de ligne de 100 pieds ?» Oui, c'est rien du tout. C'est rien du tout, ça n'a aucun sens, ça. Il ne devait même pas être là. Alors, surtout que ces radars ATC, ils arrondissent aux 100 pieds près, donc on est en train de faire des mesures à 100 pieds près, et on veut séparer un avion et un hélicoptère de 100 pieds. Donc, forcément, quoi, c'était un accident qui attendait d'arriver également. Malheureusement, l'ATC américain, beaucoup de pilotes qui volent sur Washington, j'en ai parlé à plusieurs, me disent que très souvent, à Washington, mais aussi d'autres aéroports américains, il y a des choses qui arrivent qu'on ne voit pas en Europe, par exemple, où le gars, il me dit, on est très loin de l'aéroport, on est à des dizaines de miles de l'aéroport. Et là, le contrôleur dit, vous voyez les pistes ? Oui, on les voit. Ok, continuez en visuel, assurez séparation visuelle. Et donc, des avions de ligne se retrouvent en visuel avec séparation visuelle, dans un environnement où il y a des fois des avions d'aéroclub, des fois des hélicoptères, n'importe quoi en fait. Et ça donne ces situations où, aux États-Unis, ces dernières années, il y a eu énormément de near miss. Il y a eu énormément de cas qui sont investigués par le NTSB où on était un cheveu d'avoir deux avions qui sont dedans. Ouais. Cette fois-ci, malheureusement, d'ailleurs, ça fait partie des grandes peurs, en fait. Ça fait partie des... Même l'année dernière, j'en parlais, c'était un des dangers qui guettent l'aviation aux États-Unis, c'est l'abordage aérien, vu leur pratique. Voilà, on en a eu un. On en a eu un.
Ouais. Et alors, il y a des facteurs aggravants, le fait que ce soit de nuit, les feux de navigation qui sont noyés aussi dans la pollution lumineuse qu'il y a autour de Washington, ça peut être contributif. Absolument, absolument, parce que j'ai regardé une photo de jour où on voit où est l'avion. L'avion, il est dans l'axe de piste à quelques centaines de mètres. En fait, on a le Potomac, la rivière, là. Juste après le Potomac commence la piste. L'avion est dans le Potomac. Ça signifie, littéralement, il aurait pu voler 200, 250 mètres plus loin. Il était au-dessus de la piste. Et donc, nos pilotes, comme on imagine, c'est la nuit. Il y a la pollution, justement, lumineuse de Washington, mais il y a aussi toute la piste qui remplit le hublot, les lumières d'approche, tout ça. Et là-dedans, il y a un hélicoptère qui passe. L'avion, on imagine, il est en full flaps, train sorti, il est lent, donc probablement cabré. Il est possible que l'hélico soit resté en dessous de leur plan de vision. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il était probablement en dessous de leur champ de vision tout le long. Et puis, par rapport à l'hélico, l'avion est en train d'arriver par la gauche. Et au-dessus. Ils auraient pu le voir, ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Ils étaient 3 là-dedans. Mais on connaît, alors, 3, peut-être il y en a un qui était sur son téléphone, un autre qui est en train de regarder des cartes, ou un autre en train de fixer quelque chose. Hein, des distractions, ça arrive. Et ils sont passés à travers l'axe d'approche au moment où il y avait un avion. Alors, si c'était évité de 50 pieds, ça aurait gueulé. Le NTSB aurait fait une enquête, on aurait dit non, c'est pas possible, ça recommence encore, sauf que cette fois-ci, bon, c'était ils sont entrés dedans et 67 morts en une seconde. Ouais, c'est fou. Ça va très très vite. Ouais, et très, alors, très vite. le dernier crash dont on a parlé, qui est quelque part le plus spectaculaire, c'est leur jet médical qui s'est écrasé presque comme un missile, j'ai envie de dire. Ouais, absolument. Comme un missile. Et c'était seulement 30 secondes après le décollage. Ça signifie, littéralement, l'avion, il a décollé, il est monté comme un missile, il a replongé comme un missile et il est revenu taper sur terre, quasiment vertical. C'est assez impressionnant. On voit rarement ce genre de crash. Ça signifie, même quand on a une situation de... Mettons, on a eu une fois, par exemple, un 737 qui décollait de Beyrouth. Je crois que c'était éthiopienne, si je ne m'abuse. Et puis, ils ont perdu le... Ils ont un petit peu... Ils étaient victimes d'illusions sensorielles. Et puis, ils ont fini par s'écraser. Mais ça a pris du temps, ça a pris quelques minutes quand même. Là, j'ai du mal à croire que un avion décolle, et puis, à l'instant où il décolle, il rentre en train d'atterrissage et il perd soudainement la boule, ils font n'importe quoi. J'ai quand même cette impression que ce n'est pas une trajectoire pilotée. Ça signifie, j'ai l'impression que l'avion, il est livré à lui-même. Une des hypothèses que j'ai données, mais on verra bien sûr quand l'enquête va... Ils ont trouvé les boîtes noires, ils ont fini leurs investigations sur le terrain et tout ça, donc on va voir ce que dira l'NTSB. Mais je me rappelle d'un accident qui a eu lieu avec c'était le jet privé d'un milliardaire américain qui s'appelle Lewis Katz. Et en fait, l'avion était parqué toute la journée avec du vent. Ils avaient placé des systèmes de blocage de commande de vol. Et par la suite, ils sont partis, ils sont alignés. Le commandant de bord a piloté l'avion sur le sol avec un petit volant, là, sur la gauche. Ils s'alignent, mettent les gaz à fond, contrôlent l'avion sur l'axe de piste au palonnier. Il a les mains sur les commandes. V1, rotate. Au moment où il veut faire la rotation, il réalise que les commandes sont bloquées. Il n'a pas testé les commandes. Moi, je connais plein de pilotes qui, même quand ils font leur checklist et tout, par la suite, ils ont littéralement un tic. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, hein, ils font plusieurs fois les tests des commandes sans arrêt. Puis la dernière fois, quand ils s'alignent sur la piste, ils le refont encore une fois. Il y a des gens qui n'ont pas ça du tout. Ils font dans une checklist, mais s'ils ratent l'item ou ils ne font pas la checklist ce jour-là, bon, voilà. Les tests des commandes, même dans les PA28, c'est obligatoire. Hein. Dans la checklist avant le décollage. Ah oui, je veux dire, on peut pas, je veux dire, psychologiquement, je pourrais jamais piloter un avion si je ne fais pas ce geste, si je le fais plusieurs fois. C'est le b.a.-ba. Mais voilà, les gens, des fois, la routine, l'habitude, ça fait que, bon, voilà, on a oublié. Donc, j'imagine que, je me dis, si cet avion, par exemple, il y avait du vent, il y avait beaucoup de vent, il y avait des rafales ce jour-là, si les commandes étaient en mode bloqué, par un dispositif qui est dans le cockpit ou qui est dehors, on verra plus tard, parce qu'il y a des dispositifs aftermarket aussi, qu'on peut acheter et mettre. Si la surface de profondeur était, par exemple, bloquée, légèrement accabrée,
ou bien le trim était légèrement cabré, ou bien le centre de gravité était légèrement en arrière, peu importe. L'avion, il accélère, et là, on arrive au même accident que celui de l'UI-4, qui a tué pas mal de personnes, mais au lieu d'avoir un avion qui sort de la piste comme un missile, ce qui est arrivé à l'UI-4, encore une fois, là, on a un avion qui quitte le sol, tout seul. Et à partir de là, bon, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter à 30, 35 degrés, passer sur le dos, puis après il revient comme un missile. D'ailleurs, on voit même que l'avion, quand il est en train d'aller vers le sol, il est en train de renforcer son angle. Il sort des nuages à 60 degrés, mais quand il touche, il est à 90 degrés. On voit facilement qu'il gagne 30 degrés de piqué les dernières secondes. Il n'y a que deux explications. Soit les commandes étaient bloquées, soit il y a l'autre, mais celle-ci, je l'avance jamais parce que c'est une explication triviale qui peut expliquer tous les accidents. Oui, bien sûr. Exprès. Je dis jamais ça. Ça a été fait exprès. À moins que j'ai la preuve que ça a été fait exprès. Je dis jamais ça. Pourquoi? Parce que quand on cherche à expliquer un accident, on veut des explications qui soient spécifiques. On ne veut pas une explication qui, potentiellement, s'appliquerait à tous les accidents de la Terre. On peut dire que tout le monde le fait exprès. Donc ça, voilà, il faut attendre le résultat du NTSB, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'au départ, tout le monde a dit illusion sensorielle, ils se sont retrouvés sur le dos, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Oui, c'est une option parce que ça s'est vu dans le passé. Oui, ça s'est vu. Les gens qui disent ça ont raison. Ça signifie ce qu'ils disent est fondé sur une expérience. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps et en particulier des cas où on a des fois des pilotes, parfois pas nécessairement très expérimentés. Ils décollent. Imaginons, ils décollent et puis le contrôleur leur dit à 400 pieds, virage à droite, etc. Donc, décolle, en train d'atterrissage, virage à droite. Et à partir de là, il y a une illusion sensorielle qui fait qu'il se retrouve sur le dos, etc. Oui, c'est possible, c'est possible. Maintenant, le seul détail qui me fait dire que c'est peut-être pas ça, c'est qu'au moment où l'avion sort des nuages, il n'y a aucune tentative de rattraper. C'est-à-dire que normalement, en illusion sensorielle, quand le gars sort des nuages, là, soudainement, il se dit « Oula !» Et là, il commence à corriger. Qu'il arrive à rattraper ou pas, c'est autre chose. Mais au moins, on voit une tentative de correction. Là, dans le cas précis, l'avion sort à 60 degrés et il finit vertical. Ça signifie qu'on a une persistance. Donc, voilà. Soit le mec, il est sur le dos et continue à tirer, donc effectivement, il va aller à 90 degrés. Mais je me serais attendu à ce qu'il redresse et il tire, et puis que l'avion, même s'il tape sur le sol, il tape à 30 ou qu'il fasse un décrochage dynamique ou autre. Voilà, mais on verra encore une fois que les boîtes noires sortent. Hein, c'est des probabilités, honnêtement. Ouais. Moi, en termes de probabilité, je mets en ce moment une probabilité relativement faible à la désorientation spatiale. Et je mets une plus grande, on va dire plus grande probabilité au blocage des commandes. Et je mets une probabilité aussi potentiellement, il y a une maintenance, on ne sait pas. Ouais. Peut-être que dans la journée, l'avion... Ils sont arrivés de Miami vers 14h. Et l'avion est resté sur le parking pendant plusieurs heures. Alors peut-être, ça peut arriver, que pendant ce temps-là, ils ont appelé un mécanicien, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil, on a un souci, on a une alarme, on a un truc, on a un bruit bizarre. Et que peut-être, quelque chose a été touché. On ne sait pas. Un circuit hydraulique, un câble, un truc, on ne sait pas encore. C'est ça, le NTSB saura, parce que généralement, ça laisse des traces. Ouais. Quand on touche un avion, on a pas mal de paperasse, hein, beaucoup de paperasse qui reste au sol, dans l'avion, tout ça. Donc peut-être quelque chose aussi a été touché, on verra. On avait vu aussi, on avait parlé de la maintenance des avions. Je crois qu'il y avait une partie de la maintenance qui était faite au Mexique. Et il y a eu des témoignages de pilotes qui disaient, bon, des fois, on ne sait pas trop ce qui est fait, la traçabilité au Mexique, elle est un peu discutable de temps en temps. Oui, beaucoup de choses sont discutables. J'ai vu souvent parce que l'avion était immatriculé X-Ray Alpha, donc c'est un avion mexicain à la base. La compagnie est basée à Miami. Alors il faut savoir une chose, que très souvent quand on a des accidents de ce genre, ça implique des fois des compagnies basées à Miami. Pourquoi? Parce que la Floride est un État qui est un petit peu léger sur la réglementation aérienne. Donc très souvent, il est choisi par des compagnies, par des ateliers, tout ça, pour s'enregistrer, presque comme qui dirait pavillon de complaisance, parce que voilà, les lois sont un petit peu sympas là-bas. Donc, Miami, plus Mexique, plus aussi, il faut le rappeler, cette compagnie a écrasé un avion il y a 2 ans. Ouais. Le 2 novembre 2013, ils ont écrasé un autre avion. Ils ont tué du monde, hein, 4 morts. C'était un Learjet également. Et dans ce cas-là, il semblerait, d'après les témoins, qu'il a posé au milieu de la piste à forte vitesse. Donc on a une propension à ne pas contrôler l'énergie de ces avions. Et il est sorti de la piste, il a fini dans le décor.
l'avion détruit, 2 pilotes morts, et je crois qu'il y avait 2 médecins qui ont été tués également. Donc, il y a un passif aussi, hein, ce qui fait que on attend pour voir, mais il y a des choses un petit peu, il y a des choses qui sont un petit peu louches à ce stade. D'accord. En tout cas, merci Aldo de nous avoir apporté ta vision, ton regard, ton analyse. Les 3 cas, on les retrouve d'ailleurs sur ta chaîne, puisque tu les as traités toutes les 3. Oui, absolument. Et je ferai des mises à jour si jamais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, bien entendu, je ferai des mises à jour appropriées. Voilà, parce que toujours on rappelle, hein, à chaque fois, c'est l'enquête qui détermine en fait l'évolution, c'est des suppositions, mais on ne peut jamais être sûr à 100%. Oui, absolument. D'ailleurs, même pour être honnête, même le NTSB, même les enquêteurs, quand ils émettent le rapport final, ils disent quoi? La cause probable. Ils parlent jamais de certitude eux-mêmes. Ils ont les boîtes noires, ils ont les témoignages, ils ont tout. Ils disent jamais c'est ça. Ils disent c'est probablement ça, mais potentiellement il y a autre chose. Il faut gaffe. Là, c'est scientifique, forcément. Il faut faire attention. Il y a avec des pincettes. Et d'ailleurs, ça existait dans le passé, et ça peut exister dans le futur. Que des fois on ait révisé des rapports d'accident. Que des fois on se dit c'est pour ça. Ouais. Et plus tard, il y a un élément nouveau qui arrive et on change les conclusions. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Et ben voilà, c'est un super mot de la fin. Merci Aldo d'être venu nous voir. Et puis écoute, c'est vrai qu'on se voit souvent en situation de crash parce que voilà, c'est le contenu de ton canal, mais au plaisir de te retrouver pour continuer de faire avancer quelque part la sécurité et puis avoir ton analyse sur tous ces événements. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Aldo, à très bientôt. Voilà. C'était très intéressant. Aldo, t'as une fan, ça y est. Mais du coup, moi, ça me fait poser une question. Je me demande, tu vois, c'est une ouverture, plutôt une question d'ouverture. Mais je me disais que, en fait, c'est vrai, on n'a pas de boîte noire sur les petits avions. Il y a souvent des crashs, des accidents qui arrivent. Et ça pourrait être intéressant quand même, je sais pas, réglementairement, de pouvoir imposer des boîtes noires dans les avions, petits avions. Ton avis, Aldo, sur la question ? Oui, pourquoi pas, ça peut aider. Alors, ce qu'on a dans les avions modernes aujourd'hui, dans les petits avions modernes, on a des fois des mémoires. Ça signifie on a des écrans, des ordinateurs, tout ça qui aident à faire plein de choses. Des GPS par-ci, par-là, des tablettes et tout. Et parfois, elles ont une mémoire qui n'est pas volatile. Ça signifie des fois en cas d'accident, les enquêteurs arrivent à la récupérer. D'ailleurs, ils font ça même dans les avions de ligne. Parce que les avions de ligne, ils ont les boîtes noires, mais il n'y a pas que les boîtes noires. Les datas, les données restent ailleurs. Donc des fois, on trouve un morceau de circuit, on trouve un bout de mémoire, on trouve un truc, un boîtier. Et en fouillant dedans, des fois, on arrive à voir qu'il reste des données et puis on peut les exploiter. Donc oui, ça serait sympa. Mais bon, ça viendrait exploser le coût aussi de l'heure de vol. C'est sûr, il est déjà élevé en plus. Ouais. Ok, merci beaucoup Aldo. Au plaisir de te retrouver dans la zone aéro. Au plaisir, merci. À très bientôt. Écoutez, sur ces bonnes paroles, on va tourner la page suivante de l'émission puisqu'on va parler aviation d'affaires avec Thibaut qui vient nous voir. On va focaliser un petit peu sur le métier au travers de Thibaut tout de suite et donc c'est la séquence stabilisée en croisière. Merci Aldo, à bientôt. Merci. Il est là, il est arrivé. Alors, il y a juste 2 petites choses. On va faire ceci. Normalement, on devrait l'enlever. Elle est où la mini-cam ? Je la vois plus. Elle est ici. Voilà, on l'enlève. Et regardez, il va apparaître. Il est là en plus, il est en tenue. Attention les amis. Hop, il est là. Bonsoir à tous. Bonsoir Cynthia, bonsoir Sébastien. Il faut que tu te rapproches, Cynthia. Oui, pardon. Bonsoir mon cher Thibaut. Bonsoir Sébastien. Bienvenue dans la zone aéro. Merci. Bonsoir Cynthia, merci. T'étais en vol aujourd'hui en plus ? Oui, en instruction aujourd'hui jusqu'à juste avant d'arriver ici, 2 petits vols d'instruction, histoire de se garder un petit peu. Grand merci à toi. Avec plaisir. Le son résonne, est-ce possible de corriger ? En fait, c'est parce qu'on a plein de micros et c'est vrai que le son de la pièce résonne un peu. C'est le studio mobile, on le rappelle. Donc on vous demande un petit peu d'indulgence là-dessus. C'est vrai qu'on a le système mobile et c'est pas le système qu'on a d'habitude au studio fixe, on va dire. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. Il y a le chat qui te salue. Donc Thibaut, bonsoir à vous tous, voilà. Merci d'être là. Apparemment, tu as un petit surnom connu sous le nom de Bulot. Ça commence. Merci les élèves. Où est-ce que tu as vu ça ?
Flavio. Voilà. Flavio, voilà, un petit 66. Ah, c'est Flav. Flavio, bah oui. C'est Le même nom de pour lui. Bulo. D'accord. Ça va alors, merci quand même, avec plaisir. Bonsoir Thibaut. Alors Thibaut, on va pas changer une formule gagnante, comme on dit dans la zone, et l'idée c'est de te présenter en 1 minute. Donc on va afficher un petit timer qui va apparaître à peu près vers toi là. Ok. Et en 1 minute, eh ben, tu nous parles de toi, tu nous présentes rapidement ton parcours et après on rentre dans le détail. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Donc je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans. Je suis commandant de bord sur 3 types de Falcon, Falcon 100, Falcon 50, Falcon 900, TRI Falcon 100 et également instructeur dans une école professionnelle en tant que FI, CRI, IRI. Beaucoup de choses à faire. Et depuis peu, devenu post-holder au training de ma compagnie, donc je m'occupe de tous les trainings de tous mes pilotes et de mes customer care, donc on appelle les hôtesses, vulgairement. Je suis arrivé dans l'aéro un petit peu par hasard, j'ai fait un parcours scientifique et un vol d'initiation m'a fait sauter le pas et j'ai aucun regret aujourd'hui d'être dans un cockpit. Donc j'occupe mes journées majoritairement dans l'aviation d'affaires, évidemment, sur le training, les vols, et mon temps libre, au repos évidemment, parce qu'il en faut, et un petit peu d'instruction aussi côté personnel. Donc j'ai vraiment plaisir à partager toute l'expérience et tout ce que j'ai appris jusqu'à présent avec toutes les personnes qui me demandent, et j'ai plaisir vraiment à discuter de ce métier. Eh ben regarde, C'est pile pas poil, le timing. tu t'entraînais. Même non, pas. il Même travaille pas. dans l'aviation d'affaires. Voilà, il est opérationnel. On time. On salue toutes les personnes qui viennent d'arriver. Merci à vous d'être présents avec l'aviation d'affaires au menu ce soir de la zone aéro avec Thibaut qui est là, qui vient de faire sa présentation. On remercie aussi, toutes celles et ceux qui sont là. Et j'ai vu aussi un sub qui est arrivé tout à l'heure puisqu'on a entendu l'alerte. Et c'est Fingergold qui a pris un sub. Merci beaucoup pour le soutien. C'est comme ça qu'on soutient la zone aéro. Merci beaucoup et terminez les pubs. Donc voilà, pas de pub pendant le live, c'est beau. Si vous avez des questions, les amis, dans le chat, n'hésitez pas à les poser au cours de l'échange. Évidemment, on les met de côté, on les incruste. Il n'y a pas de questions idiotes, vous pouvez y aller. On est entre nous et on discute. C'est génial, abonnez-vous. Exactement. Merci Fingergold. Et au grade de lieutenant-colonel en plus. Ouais. Grand soutien. Ah oui, Rotouvesque dit c'est le premier à finir sa présentation en moins d'1 minute. Ah oui. Ah, Il est habitué, il est habitué. Eh oui. même pas d'entraînement. Donc, on a parlé un petit peu des origines, mais tu as parlé de vol d'initiation. Exactement. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans un aéroclub, donc en Normandie, lors d'un vol d'initiation qui avait été offert à mon père. Je connaissais pas du tout, enfin le milieu aéro évidemment, mais pas le milieu aviation légère. Donc je me suis pris la place de backseat dans un DR400. Et à l'issue, j'ai commencé mon BIA, j'enchaînais avec les heures de vol, le PPL, etc. Mais j'étais pas dans l'optique de devenir professionnel au début. C'était vraiment plus pour un loisir. Et en parallèle, donc faire une fac de bio en l'occurrence. Et donc Pourquoi bio? C'est une passion des d'abord départ? c'était le concours de médecine. En fait, je voulais vraiment faire médecine. Ah. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça arrive. Hein. Et donc, je me suis rabattu sur la filière de biologie, ce qui se rapprochait le plus, on va dire, à la fin. J'étais déjà PPL et pendant la fac de bio, on m'a proposé d'aller faire du safety pilot sur du Beech 90, où j'ai découvert l'aviation d'affaires. Je ne connaissais pas du tout. Il faut qu'on explique ce que c'est que safety pilote. Hein. Oui, Et pardon. Beech 90. Alors, le Beech 90, c'est Il y a beaucoup de un termes. biturboprop, donc un avion de 7-8 places, bimoteur, à hélice, turbine, pas à piston, et safety pilote. Donc, c'est un avion qui se pilote seul de base. Et on peut emmener un safety pilote, c'est un pilote de sécurité qui est juste là pour assurer la sécurité au cas où le commandant aurait un problème. Donc là, j'étais vraiment juste simple PPL, licence pilote privé basique, même pas VFR de nuit, pas la licence anglaise, rien, j'étais vraiment devant. Et c'est là où j'ai découvert l'aviation d'affaires. En rentrant après ce week-end, j'ai signé tout de suite la formation. C'est ça. Exactement. J'ai dit non, on va arrêter tout de suite le massacre. Et on va aller, voilà, on va aller tout de suite. Ouais, non, franchement, faut être honnête. Et donc voilà, après je suis parti directement. Donc j'ai fini ma licence de bio, ça m'a permis de faire mon mûrissement et de faire un cursus modulaire. Donc je suis rentré en septembre 2019 en ATPL, juste avant le Covid évidemment. Et donc c'est les licences de pilote de ligne exactement. théorique. Donc finalement,
la formation d'un pilote d'aviation d'affaires, c'est la même. C'est exactement la même. Quand tu sors de formation avec tes licences de pilote de ligne, tu peux faire de la ligne, de l'affaire, de l'instruction, du travail aérien, c'est les mêmes licences. Ce ne sera pas écrit sur ta licence, toi tu feras de l'affaire, toi tu feras de la ligne. C'est vraiment interconnecté et interchangé. Ok, c'est une sorte de qualif. Exactement. Voilà. On a le tampon, donc on peut presque tout faire. Exactement. C'est pas presque, tu peux tout faire. Alors après, il faudra passer la QT, la fameuse qualification de type, évidemment. Mais tu sors avec les licences génériques, donc tu peux vraiment tout faire à l'issue. D'accord. Ok. Oui, il y a un léger décalage de son d'image, c'est parce qu'on a une caméra grand angle, c'est à cause de ça. Voilà. Ok, donc tu arrives dans l'aviation d'affaires. Est-ce que tu te dis là, je veux faire ça toute ma vie? Pas forcément. Tu es jeune encore. Oui, voilà, oui, évidemment. Quand tu arrives en début de... Voilà, moi je suis rentré, j'ai eu la chance de jamais connaître le chômage. J'ai fini ma formation un mercredi, le lundi j'ai attaqué ma qualification sur Falcon 50. Donc j'ai jamais connu le chômage finalement. Et lorsque j'ai commencé, je dis non, ça c'est vraiment génial, il y a le côté routine qui n'existe pas dans l'aviation d'affaires. Demain, tu sais pas ce que tu vas faire. Déjà, même la journée, tu sais même pas ce que tu vas faire. Des fois, on te dit tu vas finir à Paris, et puis on te dit bah non, tu vas repartir. Ouais. Tu vois là-bas, là, allez, t'y vas, c'est parti. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu imprévu, ce côté routine qui n'existe pas et que je recherchais. Après, c'est vrai que côté vie personnelle, des fois, c'est un petit peu compliqué à allier. Je pense qu'on peut réussir dans une certaine aviation d'affaires, dans une certaine branche, à allier vie personnelle et vie professionnelle. Mais c'est une branche qui est très prenante professionnellement déjà. Ça donnait quoi comme rythme de vie pour toi à peu près là? Alors en ce moment, je suis sur du 20-10, donc 20 jours de travail pour 10 jours de repos. D'accord. Voilà. Alors en sachant que comme c'est par mois, si par exemple j'ai mis 10 jours de repos au début du mois, j'ai les 20 jours d'après et le mois d'après j'ai mes jours de repos à la fin, en gros je vais faire 10 de repos, 40 enchaînés parce qu'il y a la coupure du mois et les 10 à la fin, quoi. Donc c'est globalement par mois on va bosser 15-20 jours et puis le reste on va être à la maison, en moyenne. Alors il y a des premières questions qui arrivent, on va commencer par répondre à celle de Yannou qui dit bonsoir la zone aéro, bonsoir Thibaut, petite question, ça prend combien de temps avant de pouvoir être commandant de bord? Alors ce qu'il faut c'est l'ATPL pratique, c'est-à-dire que quand on sort de formation dans un ATO, on a l'ATPL théorique, ce qu'on va appeler Frozen, donc gelé au privilège de OPL, commandant de bord. Pour faire lever cette restriction, il faut avoir certains prérequis, dont les 1500 heures totales, 500 heures de multipilote, 100 heures de vol de 100 heures d'IFR, 75 heures de vol de nuit. Il y a pas mal de prérequis. Et donc il faut lever cette restriction d'ATPL pratique. Ça marche que quand on fait une opération en transport public. Si c'est une opération de transport privé, par exemple un propriétaire qui a son avion, c'est du transport privé, on peut être commandant de bord en sortie de formation. On n'est pas obligé d'avoir l'ATPL pratique pour ça. D'accord. Donc après, globalement, les 1500 heures, dans l'aviation d'affaires, c'est une branche qui vole quand même beaucoup. 600-700 heures par an quand même, donc ça fait vite monter les heures. On va dire que globalement, en 2-3 ans, si la personne est bien câblée et ça se passe bien sur sa machine, en 2-3 ans, elle peut passer sur la place gauche. Ok, et toi ça a pris combien de temps? Alors moi je suis sorti donc en mars 2021, j'ai eu les prérequis en janvier 2023 et je suis passé en décembre 2023, commandant de bord en décembre 2023. D'accord, donc tu as fait presque un an de j'ai fait en fait, alors j'ai fait non plus parce que j'ai fini moi en mars 2021, j'ai commencé dans la voilà, j'ai pas beaucoup volé la première année. J'ai fait 2 ans dans la compagnie actuelle dans laquelle je me trouve avant de passer commandant de bord. Donc ça, dans l'aviation d'affaires, ça va vraiment très très vite. Ok. On va essayer de l'incruster. On va voir. Je vais essayer de le faire. Bougez pas. Regardez. Voilà. Alors attendez. Magnifique. On va le réduire un petit peu parce que sinon on le voit pas bien. Voilà. On va mettre ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Donc tu peux nous parler de cet bel oiseau. Le Falcon 900B, magnifique oiseau. L'un de mes 3. Donc c'est ton avion. C'est l'un de mes 3 avions, exactement. Donc c'est un avion type long courrier qui vole à 0.80, donc environ 450 nœuds.
On peut avoir jusqu'à 8h, 8h30 d'autonomie, donc on commence à faire des belles distances avec cet avion-là. On est équipé de 14 places à bord, avec un jump seat réservé pour le Customer Care, donc Flight Attendant, ou l'hôtesse, pardon, en français. Donc c'est un avion qu'on utilise, nous en tout cas dans notre compagnie, pour du transport VIP uniquement. Il y a son petit frère, le Falcon 50, qui a la même qualification de type. Alors c'est assez surprenant parce qu'ils ont quand même pas mal de différences, mais c'est la même qualification. Nous, le Falcon 50, on va l'utiliser pour du transport VIP, du transport cargo et du transport MEDEVAC, du transport médicalisé. Donc en fonction des missions, on va mettre des sièges, on va retirer les sièges, on va mettre des brancards, on va médicaliser l'avion. Ça, c'est le Falcon 50. Le Falcon 900, en général, est plus réservé quand même à du vol long courrier VIP. Donc en 8 heures de vol, on peut facilement traverser l'Atlantique et se retrouver sur la côte est américaine. Et c'est des choses que tu fais régulièrement? Régulièrement non, mais oui, déjà fait, on a fait en 3 ans, j'ai fait presque 1600 heures de vol aux commandes de ces avions, plus de 80 pays, donc vraiment une diversité de destinations, et dont les États-Unis évidemment. Et les terrains, vous allez partout? On va partout, exactement. Même des terrains où on pourrait se dire non, on n'y va pas, nous on y va. Ok. Voilà. Bon. Des petites questions qui arrivent dans le chat. Merci à vous de les poser. Godgame Pig qui dit, est-ce que généralement on paye nous-mêmes la QT, donc la qualification sur l'avion en aviation d'affaires, ou est-ce que c'est la compagnie qui peut financer la qualification? Alors là, ça dépend vraiment de la compagnie, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Certains cas, la compagnie va payer, d'autres cas, la compagnie ne va pas prendre en charge. Il peut y avoir une sorte de bond, comme on appelle, c'est-à-dire que par exemple la compagnie nous paye la QT en échange de rester X années dans cette compagnie-là. Ou on peut avoir la retenue sur salaire, on peut avoir différentes formules qui s'appliquent aux différentes compagnies. Il n'y a pas de règles qui s'appliquent, ça dépend vraiment du marché, de l'offre et la demande du travail. En ce moment, on va plutôt être sur du 50-50. 50% des compagnies la font payer, 50% des compagnies payent en échange d'un dû en termes de temps dans cette compagnie. Mais en fait, la compagnie, elle investit quelque part sur le pilote. Exactement. Donc elle veut avoir une rentabilité. On va Exactement. dire. Et une qualification de type, donc une QT en aviation d'affaires, ça coûte très cher. C'est pas parce que c'est de l'aviation d'affaires, c'est souvent l'offre et la demande. Une QT 737-320 coûtera moins cher qu'une QT Falcon. C'est moins spécifique? C'est moins spécifique, exactement. Des Simu 320, des Simu 37, on va en avoir un petit peu partout. Du Simu Falcon 50, par exemple, on en a un à Paris, on en a un autre à Houston. Ah oui. C'est tout. Oui, en effet. Et un Simu Falcon 100, il en existe plus qu'un seul au monde, à Paris. Donc il faut composer avec, d'où voilà, c'est une sélection un petit peu par financière. Ok. Combien ça coûte? Parce que c'est une question que vous l'avez posée. À peu près, avoir un ordre d'idée d'une qualification donc pour le pilote ou pour la compagnie? Alors globalement, ce sera le même tarif que ce soit pour le pilote ou la compagnie. La compagnie se fait très rarement des bénéfices sur une qualification de type. Globalement, on va être sur du 30, 40, 45 000 euros. Ouais. Voilà. C'est quelque chose. Alors, il y a la partie qualification de type. En général, quand on paye ce prix-là, on a la qualification, on a l'hébergement aussi, parce que c'est un mois de stage, on a tout ce qui va avec, toutes les accommodations. Et à ça, il faut rajouter ce qu'on appelle le base training. Le base training, ce sont 6 tours de piste qui valident la QT. Pas parce qu'on sort du simu de QT que c'est validé. Il faut qu'on aille faire 6 tours de piste sur l'avion. Et ça aussi, c'est un coût, parce que la plupart du temps, il faut convoyer l'avion sur un terrain qui soit adéquat, avec des normes de piste, avec des normes météo. Il faut payer l'instructeur, il faut payer le pilote sécurité qui emmène l'avion. Et 6 tours de piste, il y en a pour 1 heure sur un jet. C'est pas 1 heure de PR28, avec tout le respect que j'ai pour le PR28. Ouais, bien sûr. Figure qui dit pas mal pour partir en vacances. Oui, tout est possible, tout est possible. Mais du coup, tu parlais que toi, t'en pilotais 3 des avions. On Oui. peut en avoir autant qu'on veut, des qualifications ou... Alors non, en transport public, on peut avoir que 2 qualifications valides. Mais comme le Falcon 50 et le Falcon 900, c'est exactement la même qualification, c'est une seule et même ligne sur nos licences. On peut avoir donc, moi j'ai Falcon 10, et Falcon 10 100 et Falcon 50 900. Donc 2 qualifications pour 3 types d'avions différents. C'est pratique. C'est pratique, exactement. Bien. Bon, il y a pas mal de gens qui arrivent, on a les notifications, n'hésitez pas à poser vos questions à Thibaut. On parle aviation d'affaires, commandant de bord sur Falcon 50, on a déjà commencé de parler un peu des avions, des terrains, de la formation, donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme Yannou, qui revient sur la partie Beech 90.
avant que tu commences, quand tu étais safety pilote, il demandait ce que faisait la compagnie. Alors c'était pas une compagnie, c'était un client privé, c'était un propriétaire privé. Donc on le transportait, lui, sa famille, ses amis, là où il avait envie, finalement. C'était des vols à la taxi, quoi, exactement, un taxi désert. Sauf que c'était son taxi à lui. Exactement, c'est comme toi et moi, on prend notre voiture, on se déplace, et ben lui se déplaçait avec son avion. Voilà. Ça change du Uber. Hein. On vit pas dans le même monde. Ah ouais, Non. J'ai l'impression. Bon. Autre petite question de Run to the Sky qui pose cette excellente question. Il espère que c'est pas trop indiscret. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'indiscrétion, j'ai pas de tabou à parler de tout. Franchement, allez-y. Comment est-ce que tu t'es débrouillé pour financer tes vols jusqu'au mûrissement? Alors, déjà, merci papa, merci maman. Non, franchement, voilà. On passe un message. Voilà, on les salue. je sais pas s'ils regardent, mais merci. Donc voilà, déjà j'ai eu beaucoup d'aide de ce côté-là. J'ai eu également la chance donc de compter ces heures de safety pilote dans mon mûrissement. Alors pourquoi? Parce que le pilote avec qui je volais était TRI, TRE, c'est-à-dire instructeur et examinateur sur le type. Donc je pouvais loguer les heures en double, mais ça comptait dans les heures de mûrissement. En double commande, en IFR, donc voilà, ça me faisait déjà quand je suis arrivé en... C'est comme l'auto-école en fait. Exactement. Il y en a un qui conduit à gauche, l'autre qui surveille à droite. Voilà, et donc c'était une vraie chance parce que je suis arrivé en formation, j'avais déjà 70 ou 80 heures d'IFR en arrivant en formation, donc c'était tout de suite beaucoup plus clair pour moi. J'avais déjà vu beaucoup de notions pratiques et pas que les théories des bouquins. Après il y a du travail, des petits jobs d'été, des travaux un petit peu par-ci par-là, et voilà, il n'y a pas beaucoup de secret pour ça, c'est le travail, soit le travail aéronautique ou le travail à côté pour se payer ses heures de vol. Il y a beaucoup d'opportunités également dans les aéroclubs, ça j'insiste, auprès de la Fédération Française Aéronautique. Il y a beaucoup de possibilités de faire des vols à moindre coût, de faire des convoyages, de faire du sport aérien. J'ai fait du rallye aérien, c'est ce qui m'a fait connaître un petit peu le monde aérien et professionnel. Donc voilà, il y a vraiment... Pousser la porte d'un aéroclub, il faut vraiment y aller et j'encourage vraiment les gens à le faire, à prendre leur cotisation et à faire des heures de vol. C'est une mine d'or les aéroclubs. Ouais. Vraiment. C'est une porte d'entrée. Exactement. On n'y pense pas. On pense souvent école professionnelle, ENAC, etc. Oui, pour la partie professionnelle, mais toute la partie mûrissement, plaisir, gardez l'aéroclub, vraiment. Donc on peut rentrer par l'aéroclub, on peut rentrer par des formations intégrales. Les licences sont les mêmes. Exactement, exactement. Tu verras pas la différence entre quelqu'un qui a fait un cursus 100% intégré dans une école sans passer par l'aéroclub et quelqu'un qui a fait un aéroclub. C'est pas écrit sur sa licence. Voilà. Donc on vous encourage à voler. Exactement. C'est ça. On salue Dragon qui est arrivé, qui est nouveau dans la zone aéro, donc bienvenue, et qui pose cette question. Quel est l'endroit le plus improbable que tu as posé ou l'endroit le plus dangereux? Alors, le plus improbable, on va dire, c'était peut-être cet été, où on a fait beaucoup d'évacuations médicales sur une petite île perdue au milieu de l'océan Indien, dont j'ai perdu le nom. Ça va me revenir sûrement le long. Donc on partait côte est africaine, on faisait 6 heures de vol non-stop, donc au milieu de l'océan Indien, pour aller sur cette île. Qui s'appelle Diego Garcia, ça y est revenu, qui est un territoire anglais avec une base militaire américaine. Oula. Et on a eu la chance d'arriver, alors la première fois c'était de nuit donc on n'a pas vu grand chose, on est revenu 2-3 fois pour faire des évacuations médicales là-bas. C'est un petit coin de paradis, alors c'est militaire, mais c'est un atoll perdu au milieu de nulle part. Il a envie d'y retourner. Ah bah oui, ah oui. Ça se voit dans son regard là. Si on pouvait rester un peu, un mois, voilà, okay. Nous je sais pas quoi. Là il serait content de faire ses 20 jours et 20 jours qui font 40. Voilà, reste là-bas, nickel. D'accord, ok. Alors, Dragon qui dit c'est Marie Automne. Coucou Marie Automne. Alors pour la petite histoire, quand on est dans les anecdotes, cet après-midi, j'ai cru que c'était elle en fréquence. Donc j'ai envoyé un message, elle m'a dit bah non c'est pas moi, donc je me suis planté. Il faut expliquer qui c'est Marie Automne. Il faut expliquer parce qu'ils ne se connaissent pas les... Oui, alors Marie Automne, on la retrouvera d'ailleurs dans la zone aéro, hop je lance le message. Marie Automne qui est contrôleuse aérienne. Donc peut-être qu'elle pourra venir nous voir ici, au bar de la zone, et répondre aux questions si vous souhaitez devenir contrôleur aérien. Pourquoi pas? Allez, le message est lancé.
Et puis je suis sûr que Thibaut, il va travailler. Il va motiver. Mais oui, Oui, on fera un live. Bien. Ah ben voilà. Ah, mais voilà, parfait. Voilà. Ben voilà. Une émission en plus, c'est bon. Et d'ailleurs, Et elle explique pas trop mal quand même, hein. Faut dire les choses. Pédagogique, oui. Ah ben c'est ce Elle qu'on n'a pas aime. beaucoup de qualité, mais celle-là, elle l'a. Allez, c'est parti. Voilà, ça vengeance. clash là ce soir. Freefly qui nous dit en aéroclub, on peut négocier le tarif en fonction des heures à réaliser. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le plus on adore, le moins c'est cher. C'est possible dans certains aéroclubs de négocier les heures. Je sais que dans mon aéroclub en Normandie, donc l'aéroclub de Falaise, on avait par exemple, quand on emmenait les avions en mécanique, qu'on soit en double, en solo, on payait le tarif solo et on payait que 70% du prix. Donc il y a toujours des petits arrangements possibles. Ouais. Merci Thibaut qui regarde pas la météo avant de venir à Toulouse. Ouais, non mais on avait dit, hein, Voilà. on se doutait qu'il allait y avoir des petites histoires Merci. comme ça. Ça On sert à rien, salue la Gauthier météo. aussi qui est là, qui est pilote aussi en aviation d'affaires, Gauthier. Fait des Bonsoir, vacations bonsoir, sanitaires, Gauthier. Au Bourget. Coucou Gauthier, on s'est raté au salon, mais c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Yannou qui pose cette question. Est-ce que c'est possible de refuser un vol à un client privé pour une raison valable, météo, entretien avion, sinon qui est responsable en cas d'accident? Alors quoi qu'il arrive, le dernier responsable sera le commandant de bord. Donc c'est une décision qui n'est pas forcément facile à prendre en tant que commandant de bord, de retarder le vol ou voire même d'annuler quand on est confronté. Alors on a deux types de passagers. On a le passager qui est compréhensif, qui va dire non mais je comprends parfaitement, vous avez entièrement raison, safety first. Et on a le passager un peu pousse au crime qui non mais moi je paye pour qu'on y aille donc on y va. Et c'est plus difficile à dissuader dans ce cas-là, donc il faut essayer de jouer, même des fois si c'est un problème technique. On va pas forcément dire aux passagers on a un problème technique avec l'avion parce que ça arrive, ça reste de la mécanique. On va plutôt parler d'autres choses, de contraintes météo, de contraintes contrôleurs. Dans la tête des gens, ça passera un petit peu mieux que le cas mécanique parce qu'ils vont se dire ça se trouve c'est rien, c'est une ampoule, c'est rien du tout. Hein. Ouais. Mais ils vont s'imaginer tout de suite, ce qui est normal, ils vont s'imaginer c'est grave donc l'avion il est en mauvais état et tout. Non, c'est pas ça. Donc on va toujours faire en sorte, on part toujours en sécurité et on fait en sorte que le passager comprenne notre décision de pourquoi soit on retarde, soit on annule le vol. Est-ce que tu as déjà eu des cas compliqués où tu as dû te battre contre ton client là? Alors pas contre un client, ni d'ailleurs contre un vol où je devais me poser à Cannes en Falcon 100 et la piste était humide donc je pouvais me poser mais je pouvais pas repartir. C'est-à-dire qu'on doit prendre en compte dans toutes les performances le cas de la panne moteur, en l'occurrence ça passait pas. Donc c'était soit je redécollais, je refaisais un fuel stop parce que je pouvais pas emmener de fuel, soit j'allais à côté à Nice, où Nice les pistes sont très longues, je récupérais mon passager, je faisais mon plein et je partais. Et là donc contrebalancer parce que Nice coûte un petit peu plus cher que Cannes, le client lui il est à Cannes prêt à nous attendre, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc moi j'ai posé les deux options, j'ai dit écoutez, soit je vais à Cannes, par contre il faudra me trouver un petit stop fuel en Italie, soit je vais à Nice, et de Nice par contre je peux aller directement à destination. Donc après c'est les commerciaux, c'est les opérations qui vont réfléchir sur tout ça. C'est moi qui vais avoir la décision finale évidemment, mais c'est eux qui vont me proposer, peut-être qu'ils vont avoir une autre option avec toutes les informations que je n'ai pas forcément. Ouais, ok. Alors il y a des échanges assez sympas. Il y a Zab le pilote qui vient d'arriver, qui d'ailleurs pose une question, mais avant il dit est-ce que tes parents peuvent m'aider à payer ma ticket? C'est bien tenté. D'ailleurs, Alicia a répondu. Je vais répondre pour eux. Je pense pas. Alicia elle a dit je pense que tes parents doivent d'abord m'aider à payer mes propres cocktails. Donc voilà. Ça des cocktails ils seront peut-être plus partants, mais bon. Il y a Gauthier qui dit aussi c'est toujours délicat à gérer ce genre de situation en temps réel. Exactement, parce qu'on est toujours pris, alors on est déjà pris par le passager, on est pris par le temps, et en transport public, il y a une contrainte temporelle qui est importante, ce qu'on appelle les flight time limitations, ce sont le temps de service. Nous, le chrono, et à partir du moment où on a commencé notre premier vol, il tourne. Ouais. Donc si c'est pas notre premier vol, le chrono ne tourne pas. Mais par contre, si on s'est positionné pour les récupérer notre passager, le chrono il tourne. Ouais. Donc si on a un planning dans la journée qui peut être un petit peu délicat à tenir, ça peut mettre en péril les autres vols de la journée. Ouais. Donc il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, quoi. Je crois qu'il y a des petites coupures de micro. On va regarder si il est bien branché. Parce que j'ai l'impression que ça coupe un petit peu. Oui. Tiens, si tu peux débrancher, rebrancher. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, on va On va voir. essayer. À moins que ce soit peut-être C'est peut-être le pull. le pull qui choque dessus. Des questions qui arrivent encore. Ouf.
Zav qui demande, est-ce que tu as déjà transporté des passagers bizarres? Bon, qu'est-ce qu'on appelle bizarre? Voilà. Bizarre. Est-ce que Zav, tu as des exemples? Voilà, parce que on peut dire que tous les passagers sont bizarres dans ces cas-là. Après, des passagers bizarres, non, en réalité. Des passagers très distants, oui. Qui montent, qui se disent pas forcément bonjour, pas forcément merci, oui. De là à dire qu'ils étaient bizarres, non. J'ai pas eu encore ce cas-là de passagers un petit peu bizarres. D'accord. Ok. Lord Gibus, est-ce qu'on peut te demander de transporter des valises pour les envoyer dans les résidences secondaires? On voit à quoi il fait affaire. Est-ce que toi, en tant que commandant de bord, tu as un droit de regard sur ce que les passagers vont transporter? Peut-être de leur dire, bah moi, vous ouvrez votre valise. Oui, alors je peux demander, alors soit il passe un filtre, donc dans ces cas-là, c'est l'aéroport qui se décharge, qui me décharge pardon, de la sécurité. Ouais. Si après je n'ai que des valises sans passagers, ce n'est pas un vol passager, c'est un vol cargo. Un vol cargo, je vais devoir avoir un manifeste qui me dit exactement combien de valises j'ai, ce que j'ai à bord, le poids des valises, etc. À partir du moment où j'ai un passager, ce sont ces valises, ça ne me concerne pas. Ok. Voilà. Ouais, donc effectivement, après, les passagers peuvent transporter ce qu'ils veulent. Exactement. Des fois, on peut avoir des mauvaises surprises, entre guillemets, mais c'est pas vraiment de notre ressort, puisque le passager a ses valises, il a passé un aéroport international avec des sécurités qui sont censées les filtrer, et bon, des fois, ça passe un petit peu au travers. Et quand tu dis que tu transportes les valises, ça peut être des animaux, des choses comme ça? Ah oui, ça peut être de tout. Ouais. J'ai eu un vol assez cocasse entre Londres et l'Égypte, je me rappelle plus où exactement, où donc moi je m'étais déplacé en Falcon 50 la veille, et quand on est arrivé on nous a dit il faut transporter des chats. Je dis bon pourquoi pas, hein, après tout. Et en fait en arrivant le gars il avait je crois une cinquantaine de chats à transporter. Ah oui. Et qui étaient pas en liberté mais à moitié, ils avaient tous des cages énormissimes. Je dis mais jamais de la vie ça rentrera, jamais. Et en fait les cages étaient tellement grosses que ça passait même pas dans l'allée. Ah oui, en effet. Donc oui, bah non, là, on a essayé d'en charger un maximum, parce qu'on ne pouvait pas les mettre dans le cargo. Le cargo, il est pressurisé mais pas chauffé, donc les pauvres chats à moins 60, ça marche moins bien. Mais bon, voilà, bon. Et on a vraiment essayé de charger comme on a pu, mais au bout d'un moment, on en avait mis 12, 13. J'ai dit non mais il en reste encore 40, jamais de la vie on pourra les faire. Donc on avait proposé dans plusieurs parquets, s'ils nous avaient dit non, donc on a dit écoutez, là pour l'instant, à l'instant T, moi je peux rien faire pour vous. Donc réfléchissez à une autre solution, mais là je peux rien faire pour vous. Vous avez bien vu que ça rentrait pas. On peut pas les mettre sur la galerie, on peut pas les mettre sur des sangles. Avec des sangles, voilà, ça marche pas. Donc voilà, il y a des fois où on a des demandes un petit peu particulières. Après, il faut toujours garder à l'esprit safety first. Donc des passagers, moi qui arrivent avec énormément de bagages, je vais presque dire que c'est quotidien. Je vais charger ce que je vais pouvoir. Si ça rentre pas, ça rentre pas. Ouais. Voilà, je vais pas en mettre dans l'allée, je vais pas en mettre voilà, safety first. Donc je vais faire tout ce que je peux, évidemment. Mais ouais. Ah bah il est tombé. Alors voilà. tu sais ce qu'on va faire? Tiens, je vais enlever le micro, on va le débrancher. Regarde, on va faire ça et on va essayer de le mettre directement là. De le pincer comme ça, on va essayer comme ça. Peut-être que ça ira mieux. Voilà. 1, 2. Ouais, ça doit marcher. Bon, ouais. On va essayer comme ça. Donc voilà, c'est les demandes un petit peu particulières qu'on peut avoir, mais il faut vraiment garder à l'esprit safety first. Le commandant de bord, il est responsable de la mission, il est responsable de la sécurité de la mission, des passagers, de l'équipage. Jamais quelqu'un mettra une pression sur qui que ce soit pour dire faut que tu partes. D'accord. Ok. Là, j'ai l'impression que ça gronde un peu. Alors du coup, on va remettre. Ah. Je suis désolé. Alors, je note vos questions, évidemment. Alors, les conseils, hop, tout ça je mets de côté. Zav le pilote en pose pas mal. La question de l'Orgibus, on a répondu. Je vous rappelle que pendant les publicités, eh ben, vous pouvez prendre un abonnement. Ça vous permet de faire sauter les publicités par la suite. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la zone aéro en même temps. On parlait de QT, donc de qualification sur l'avion. Et Zav qui pose cette question, hop, elle est ici, je l'affiche.
Voilà. L'AQT, donc la qualification sur l'avion, coûte cher, mais est-ce que les salaires sont intéressants? En aviation d'affaires, oui, les salaires sont assez intéressants. Encore une fois, ça dépend toujours de la compagnie, ça dépend de beaucoup de choses. En général, on est payé au tonnage de l'avion, donc plus l'avion va être gros, plus on va être payé. On est commandant de bord, on est payé plus qu'un copilote. Les salaires suivent vraiment dans l'aviation d'affaires parce qu'il y a une réelle demande. Pardon. Donc l'AQT coûte cher, c'est un investissement. Ça peut être vu comme du poker, mais c'est 99% des cas, c'est gagnant. D'accord. Bon, voilà, vous avez un premier élément de réponse. Autre question, est-ce que ta compagnie recrute et est-ce que tout le monde peut postuler? Alors, tout le monde peut postuler. On fait après des petites sélections en interne. Là, en ce moment, on va plutôt recruter des profils de commandants de bord. Donc, si vous êtes commandant de bord et intéressé par l'aviation d'affaires, on prend, avec plaisir. Voilà. Voilà. Et enfin, une autre question. Que conseilles-tu, l'aviation d'affaires ou la ligne? Alors, tu as vécu déjà la ligne? Non, jamais. J'ai jamais vécu la ligne. J'ai toujours vécu que l'aviation d'affaires. Après, c'est du ressenti personnel. Personnellement, je conseille quand même l'aviation d'affaires en début de carrière. C'est quelque chose qui est très prenant, mais qui est très intéressant et très enrichissant. Après, peut-être pour de la stabilité sur le long terme, effectivement, la ligne peut être intéressant aussi. Mais en affaires, il y a des choses que l'on fera jamais en ligne. La routine, ça on connaît pas. Le planning sur 1 mois, 2 mois, ça on connaît pas. Donc c'est vraiment des choses, si on recherche un petit peu d'aventure et d'adrénaline, l'aviation d'affaires, c'est vraiment ce qu'il faut, vraiment. T'as perdu ton micro. Non, c'est bon. Bah, tu vois, Cynthia, tu vas faire la ligne. Bah oui, j'essaie de corriger en même temps. Voilà. Gauthier qui dit l'affaire c'est la liberté, mais plus de contraintes que la ligne. La ligne c'est la stabilité, une vie perso plus simple. Tu oui, confirmes? je confirme à 100%, effectivement. Ok. Voilà. Mais après, c'est encore une fois, il faut bien se dire que l'aviation d'affaires, quand on commence, enfin personnellement, moi je me suis dit ça, j'ai 28 ans, j'ai pas de foyer, tout ça. Je préfère faire ça maintenant que de faire ça à 40 ans, quand on est marié, avec des enfants. C'est plus difficile. Là, quand on m'appelle pour partir, je prends ma valise et puis c'est parti pour 20 jours de boulot. Et voilà, je vais pas dire que c'est pas grave, mais c'est tellement enrichissant que on apprend, et je suis pas retenu par à la maison. Je sais que quand je rentre, j'ai personne qui m'attend. Donc je profite vraiment de ces années-là pour le faire. Donc c'est quelque chose qui peut évoluer. Exactement. Ouais. Exactement. Donc c'est pour l'instant et après on verra. Voilà, pour l'instant. Et puis si le planning me convient avec une stabilité personnelle, pourquoi pas. Ok. Vie de famille en affaires. Alors tu vois, Zav le pilote demande, est-ce que tu es marié? C'est peut-être une demande. C'est peut-être ta première demande de l'histoire de la zone aéro. Qui se cache? Qui est derrière Zav le pilote? Oui. Eh bien non, je suis célibataire et sans enfant. Voilà. Voilà. Donc là, il est en train de passer une annonce. Voilà. On a répondu, hein. Bientôt la Saint-Valentin, tu sais pas. C'est exactement Voilà. ça. Ah bah il a 50 ans. Donc il vaut mieux. Est-ce qu'à 50 ans on peut toujours être dans l'aviation d'affaires? Bien sûr. C'est pas réservé aux jeunes. Non. Dans ma compagnie, je pense que je suis peut-être l'un des plus jeunes ou le deuxième plus jeune. C'est-à-dire qu'on n'a pas de profil mid-age au milieu. On va avoir soit des jeunes, soit des personnes un petit peu plus âgées, en fin de carrière ou des anciens militaires. Beaucoup d'anciens militaires qui se reconvertissent et font de l'aviation d'affaires parce que la ligne par contre sera un petit peu plus sélective sur l'âge. Ouais. L'affaire, jamais. Ok. Alors on a parlé de l'avion, on a parlé un peu de la formation. On va regarder, si vous le voulez, l'environnement de travail de Thibaut. On va faire apparaître l'image. Regardez ça. Alors, est-ce que tu peux nous commenter un petit peu l'image qu'on voit là? C'est ça. Donc, toi, tu es à gauche. Moi, je suis à gauche. Alors, c'est pas tout à fait le cockpit. Ça, c'est un Falcon 900 EX, si je ne m'abuse. Donc, c'est une des versions du... Précis. Voilà, précis. Il faut. Donc ça, c'est une des variantes du Falcon 900 qui existe. Il existe le 900B, 900C, 900D, 900X, 900LX, 900LXS. Enfin, il en existe toute une famille. Ça, c'est du 900EX, donc on le reconnaît avec les écrans notamment. Moi, j'ai des EFIS, mais des cathodes et des aiguilles. Donc là, ma place serait sur la gauche. Des fois à droite, parce que on est interchangeable place gauche, place droite.
quand on fait du training de nouveau commandant de bord, on le fait donc en place droite pour former le nouveau commandant de bord qui est lui à gauche. Donc voilà, ça c'est le cockpit du Falcon 900 qui est l'avion le plus confortable pour le moment que je pilote. C'est vrai qu'il y a de la place, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que ça serait plus ça ou c'est le même? Alors non, ça c'est du Easy 2. Alors c'est pas ça. Ça c'est du Easy 2, c'est du Falcon 900 Easy, mais alors là ça n'a rien à voir avec ma queue. Ouais, 900 LX. 900B si tu veux. Ok, alors voilà, je sais que je suis compliqué, 900B. mais... C'est Non, peut-être mais une question pas de souci. bête, mais est-ce qu'il y a un peu plus de pilotage sur un plus petit avion d'affaires que sur un avion de ligne? Est-ce que tu vas avoir plus d'actions à faire? Alors, j'ai jamais fait de ligne, donc je vais pas forcément m'avancer, mais je ne pense pas. Par contre, on a vraiment un avantage, c'est qu'on est libre de notre manuel d'exploitation ne nous dit pas à 1000 pieds tu enclenches l'autopilote. Il ne nous dit pas à 200 pieds sol tu désenclenches l'autopilote pour poser à la main. Si on veut monter jusqu'au 360 à la main, on monte à la main. Si on veut faire une approche à vue, on fait une approche à vue. On a vraiment une liberté de manœuvre complète et c'est ça qui est vraiment agréable, c'est de faire des petites approches à vue sur certains terrains, arriver un peu... ouais. Un peu, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vraiment sympa sur des terrains, style en Afrique, où on est vraiment au milieu de nulle part, on arrive à vue, tu te fais une petite vente arrière de famille en Falcon, c'est quand même pas mal quoi. Et dans la ligne, ça tu fais pas ça. Ouais. Donc c'est différent. Alors, j'ai trouvé une image, tu vas nous dire si c'est la bonne cette fois. Ça ressemble à ça? C'est du 900X, mais ça va aller quand même, c'est bon, ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu là dans l'image? Alors là, donc on retrouve la planche de bord du Falcon avec donc la particularité des tri-manettes, c'est un tri-réacteur, le 50 et le 900. Et globalement, ça reste un avion composé de manière classique. On a le PFD donc avec l'horizon, le HSI devant nous. Au milieu, les instruments moteurs, donc souvent avec des colonnes d'instruments qui regroupent le N1, le N2, l'ITT, le fuel flow, tous les paramètres de chaque réacteur. Donc c'est une colonne par moteur. Et on va retrouver donc tous les paramètres ordinateur, FMS sur ce qu'on appelle le pédestal qui se trouve donc au niveau juste à côté des manettes, de part et d'autre des manettes. L'autopilote, lui, il est situé sur le bandeau supérieur. Et sur ce modèle d'avion, le 900X, on a en place gauche ce qu'on appelle le HUD, le Heads Up Display. C'est le truc de Dark Vador, ça. C'est un peu le truc de Dark Vador, c'est-à-dire que seulement la place gauche va avoir la vision un peu pas infrarouge, mais l'horizon est tout représenté sur un projecteur devant lui, comme ça il peut regarder dehors et avoir toutes ces informations. Ça évite de regarder un coup dedans, un coup dehors, un coup dedans, un coup dehors. D'accord. Alors j'ai lu ce qu'il dit, il manque pas de la moumoute sur le manche, parce que c'est vrai qu'on a de la moumoute, mais alors ça aussi c'est le confort, parce que vous faites des vols longs. On fait des vols qui peuvent être très très longs, et on fait des vols ce qu'on appelle en augmented crew, donc à 3 ou 4 pilotes, où on peut aller jusqu'à 18 heures de vol, ce qui est un peu long. Des fois, non, il faut vraiment. Enfin, les sièges sont confortables, on peut les bouger, les incliner, et on a une partie à l'arrière quand on est à plus de 2 pilotes. On a une partie de l'avion qui est réservée pour qu'on puisse se reposer, puisque c'est fait partie donc de la règle d'avoir au moins un siège pour se reposer. Alors évidemment, il faut qu'on ait de la place. Voilà, quand on passe 8 heures devant, c'est quand même agréable de pouvoir étendre les jambes, de pouvoir et même marcher, même ne serait-ce que se déplier, se mettre debout dans le galet. Rien que ça, déjà, ça n'a pas de prix au bout de 5-6 heures de vol. C'est agréable. Et on voit les deux petits haut-parleurs, donc tu as la sono. Exactement. Ça, faut pas trop le dire, mais oui. Ok. On retrouve ici au centre le panneau de contrôle des moteurs. Exactement. Donc il y a 3 réacteurs. Il y a 3 réacteurs. Le 50 et le 900 sont des tri-réacteurs. Donc on a sur un panneau central, juste à côté de ce qu'on appelle le warning panel, qui est le panneau des alarmes, chaque colonne, c'est une colonne, un moteur. Et donc on va retrouver toutes les informations propres au réacteur considéré. Donc sur cet avion-là, ce sont les 3 mêmes réacteurs. Voilà, c'est les 3 mêmes, ils poussent de la même manière, ils ont exactement les mêmes fonctions. Après, au niveau des circuits, des systèmes, c'est un petit peu plus complexe. Chaque système, chaque circuit est pris d'un réacteur, c'est un peu différent. Mais le réacteur en lui-même est le même, que ce soit le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Ok. Bon, il y a pas mal de... il me semble que les Falcons des gardes-côtes des États-Unis sont équipés de post-combustion. Alors ça, c'est une bonne question. Alors là, je pourrais pas... Ce que je sais, c'est que les miens sont pas équipés de post-combustion. Mais
Ça me paraît surprenant quand même, parce que Ce serait drôle. Ah oui. sur le côté civil, je suis pas forcément sûr. Alors il y a eu des rumeurs il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années même maintenant, comme quoi quand on faisait des transatlantiques, on éteignait un moteur. Non, on n'éteint pas un moteur, parce que on éteint un moteur. Oui, on consomme moins, mais comme on va descendre, on va consommer plus finalement. Ah, Donc c'est l'éternelle question. voilà, donc non, voilà, on garde toujours les trois allumés. S'il y en a un qui s'éteint, c'est pas volontaire. Voilà. Alors, Philémon, c'est pas la peine d'épingler les questions. Moi, je les mets de côté. Comme ça, au moins, on les remonte. Il n'y a pas de problème. Faut-il être, faut-il être bilingue en anglais? Bilingue, non, mais un bon niveau en anglais, c'est quand même assez important. Malgré le fait que le Falcon, donc Dassault, soit un avion français, tout est en anglais. Et alors, même pire que ça, les unités de mesure sont pas en kilos, mais c'est en pounds. Enfin, les clés, c'est pas des clés européennes, c'est des clés américaines. Donc voilà, il faut vraiment avoir un bon niveau en anglais pour déjà comprendre son avion. Et après, oui, le métier fait que on voyage énormément à l'étranger. On fait très très peu de vols en France. Donc on est souvent, voire même tout le temps amené à parler anglais. Déjà, même avec nos collègues, on peut avoir des collègues qui sont pas français. Donc on est obligé de parler anglais avec eux. Ok. On montre la photo, justement, c'est Run to the Sky qui nous en parle. C'est le Falcon 20 qui apparemment a la post-combustion. Alors peut-être sur le Falcon 20, effectivement. Je sais qu'il y a eu pas mal de prototypes sur le Falcon 20, il y a le 20, le 200, il y a eu beaucoup de versions qui ont été déclinées. C'est possible, comme le Falcon 10 et 100, qu'on a également dans la compagnie, qui sont des vrais petits avions de chasse pour le coup, mais eux n'ont pas la post-combustion. Ah. Ça, voilà. Y a Yannou qui te demande cette question. Est-ce que tu as un avis sur le Falcon 10X? Alors, le Falcon 10X, je l'ai vu au Bourget, au salon du Bourget en exposition. C'est un très très bel avion, c'est vrai, qui est vraiment majestueux. Après, c'est vrai que j'ai quand même cœur de garder un petit peu d'aiguille dans mon avion. Et là, le tout électronique, pourquoi pas? De toute façon, on va vers ça, hein, évidemment. C'est l'avenir. C'est l'avenir, exactement. Après, c'est toujours pareil. Là, on est sur des autonomies qui sont très très longues. On parle de 15-16 heures d'autonomie, donc ça commence aussi à, ne serait-ce qu'humainement et physiquement, ça commence aussi à faire beaucoup. Donc, ce sont des avions qui sont magnifiques, majestueux. Pour le moment, ils seront, je pense, réservés à une certaine élite, en quelque sorte, de par le prix de l'avion. Et on en revient aussi par le prix de la QT qui va être exorbitant, je suppose. Ouais. Donc voilà, pour le moment, le 10X, c'est un très très bel oiseau. Je ne suis pas sûr qu'il soit autant commercialisé ou autant développé que le Falcon 50 ou le Falcon 900. Ok. Alors, des questions justement sur l'avion, il y en a deux. Yannou qui demande, est-ce que ton avion peut voler avec un seul réacteur fonctionnel? Oui, et alors c'est même un exercice qu'on fait au Simus, ce qu'on appelle la remise de gaz N-2. Donc on a deux moteurs en panne, et on doit remettre les gaz sur un seul réacteur. Et étonnamment, ça remet très bien les gaz. On va voler à peu près entre le niveau 100 et 130, donc entre 10 000 et 13 000 pieds avec un seul réacteur. C'est pas forcément une situation d'avenir, il va vite falloir trouver un aérodrome de dégagement, mais il vole et il tient. Voilà. Ok. Alors par contre, on aura perdu des circuits parce que globalement on a deux circuits électriques, deux circuits hydrauliques, etc. Qui sont deux moteurs pour un circuit, un moteur et une pompe auxiliaire ou quelque chose d'auxiliaire. Donc si on a deux moteurs en moins, on a forcément perdu un circuit électrique, forcément perdu un circuit hydraulique, forcément perdu un circuit pneumatique. Donc là, on va avoir des conséquences, mais ça vole. C'est ce qui compte. Voilà. Sur trimoteur, cette question un peu technique de Flavio, on expliquera d'ailleurs cette notion. Est-ce que tu as un moteur critique? Alors, on peut commencer par définir ce qu'est un moteur critique. Ah, donc, oui. Un moteur critique, qu'est-ce que c'est? C'est sur par exemple des avions à hélice, style ATR, Beech, PA-34. On va avoir donc des hélices qui vont tourner dans un certain sens. La traction, donc le fait que l'hélice fasse avancer l'avion, est produite par la pale qui descend. Donc la pale qui descend va faire avancer l'avion. À partir de là, on va avoir, si les deux hélices tombent dans le même sens, on va avoir la pale descendante qui va être côté droit ou côté gauche, mais l'une des deux pales va être le plus éloignée de la cellule de l'avion que l'autre. Donc si on perd un des deux moteurs, finalement on va avoir ce qu'on appelle un bras de levier, donc un mouvement qui va emmener l'avion qui sera plus fort si on perd le moteur qui a la pale descendante le plus proche que l'autre. Pourquoi? Parce que
étant donné que la pale descendante, si elle est de l'autre côté du fuselage de l'avion, on va avoir un bras de levier qui sera plus important. Donc c'est ça la définition d'un moteur critique. En réacteur, on n'a pas de moteur critique parce qu'il n'y a pas d'hélice, ce sont des fans qui se trouvent à l'entrée des réacteurs. Et donc il n'y a pas de moteur critique sur un Falcon. On pourrait parler éventuellement de moteur critique de par les systèmes. Dans ces cas-là, oui, si on voit que moteur critique côté système, oui, on a un moteur critique qui serait le numéro 3 sur le 50 et le numéro 2 sur le 900, puisqu'ils sont tout seuls sur leur système. Donc oui, si on les perdait, ça volerait très bien, il n'y aurait pas trop de dissymétrie. Par contre, niveau perte de système, là, ça pourrait devenir un petit peu plus problématique. D'accord. Ok. On répond à des questions précises. Hein. Si tu en as d'ailleurs, Cynthia, vas-y, hein, toi qui es futur pilote de jet. Mais pourquoi pas. Nous n'en parlons pas. Non, pas de questions? Ah non, mais justement, j'avais demandé à ce qu'il explique le moteur critique. Et ah bah voilà. J'allais dire, il faut expliquer quand même, c'est important. Ok. Bon, ça avance les amis, hein. Il est déjà 21h55. Ah oui, quand même. Ah oui, ça avance, regardez, 52. Oui, donc ce que je vous propose de faire, c'est tourner la dernière page de l'émission, la foire aux questions remise de gaz. On a encore des questions qui sont en attente dans le chat, donc on va y répondre. N'hésitez pas à les poser, on a encore 5-10 minutes ensemble. Avec Thibaut qui nous fait le plaisir d'être ici et de parler de Falcon d'aviation d'affaires, donc allez-y. Il y a Lord qui vient d'en poser une, on la met de côté. Et donc, dernière séquence de l'émission, foire aux questions, remise de gaz. Foire aux questions, remise de gaz de cette émission consacrée à l'aviation d'affaires avec Thibaut qui est avec nous. Road to the Sky qui pose cette question. Si j'ai bien compris, tu as fait Medevac. Oui. Voilà. Oh, il y a un raid. Il y a un raid qui vient d'arriver avec 59 personnes. C'est Togalok qui vient d'arriver. Salut. Voilà, il arrive. Donc Togalok, pilote compagnie nationale, enfin copilote Airbus A350. Enchanté. Voilà. Et qui fait des lives aussi sur Flight Simulator. Il fait du contrôle. Il fait plein de choses, il boit du jus de tomate en direct, c'est magnifique. Parfait. Merci Toga, merci Jérémy, on le retrouvera bientôt dans la zone aéro, Jérémy. D'ailleurs, on l'a retrouvé en audio avec nous lundi, on a parlé du rôle du commandant de bord. Et justement, il était commandant de bord en ligne chez EasyJet, et là il est copie sur Airbus 350. Donc merci Toga, et merci Julot pour le petit shoot-out à la chaîne de Togalog sur lequel vous amusez bien. Et où vous avez plein d'infos et de la simulation. Voilà, comme dans la vraie vie. Donc merci à tous d'être arrivés. On est avec Thibaut, d'ailleurs je vais lui mettre la petite incruste qui va bien. Voilà, donc Thibaut qui est pilote en aviation d'affaires sur Falcon 900, entre autres. Entre autres, exactement. Et on parlait d'avion, on parlait de quotidien, de métier. Cynthia qui est là aussi, qui va devenir pilote de jet d'affaires bientôt. Tu tiens, décidément. Mais oui, il faut voir grand. Oui, il faut. Et voilà, c'est ça. Alors, si j'ai bien compris, tu as fait Medevac. Avec cette expérience, est-ce que tu as un avis sur ce dont on parlait au début de l'émission, à savoir le crash du Lord Jet? Alors, j'ai pas beaucoup d'éléments sur ce crash pour le moment. J'ai juste vu quelques vidéos, quelques témoignages, effectivement, où on le voit tomber à pic avec on parlait d'un vario de 11 000 pieds minutes. Donc, il y a une chute libre. Illusion sensorielle, problème technique, il y a tellement de choses et d'options possibles que là, malheureusement, il y a tellement de pistes possibles que je n'en ai aucune là à dire. Il y aurait aussi, j'ai eu vaguement ouï dire qu'une explosion d'une bouteille d'oxygène, c'est vrai que ça peut arriver en Medevac. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses pour le moment, il n'y a pas une option qui sortirait plus qu'une autre, donc c'est assez difficile de se faire un avis ou d'émettre une opinion sur le sujet. Ok, oui, parce qu'on parlait avec Aldostérone en début d'émission sur les différents crashs qui ont eu lieu ces derniers temps, donc c'est pour ça que cette question arrive. Philémon, Thibaut, comment se répartit ton expérience en heure de vol et sur les différents types d'appareils? Voilà, on va remonter. Hein. Oh là. Là j'ai l'impression que la liste va être longue. Oh là là. Non, en gros, là, donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 2500 heures de vol total. Je dois avoir 1200-1300 heures de commandant de bord, donc ce qui inclut les heures de commandant de bord Falcon et de commandant de bord en instruction. Je dois avoir 1900 ou 2000 heures d'IFR à peu près.
Sur les différents types de machines, je dois avoir 211 heures de Falcon 100, environ 800-900 heures de 50 et 800-900 heures de 900 à peu Ouais, près. tu changes régulièrement. Je rechange régulièrement, voilà. D'accord. Bon ben voilà, on a répondu à Philémon. Comment est-ce que tu fais pour avoir les autorisations de vol? Par exemple en Afrique, aux États-Unis, est-ce que c'est toi qui gères ou est-ce qu'il y a un service aux opérations qui est chargé de ce travail? Il y a un service aux opérations qui est géré de tout ça. Donc nous, on a juste à avoir en tant que crew, en tant que pilote, nos visas US, donc le visa B1, B2 pour les crews et C1D pour les touristiques. Après, tout ce qui est autorisation de vol, de survol, les autorisations d'atterrissage, ça sont nos opérations qui gèrent. On n'a rien, nous, on ne fait rien de ce côté-là. D'accord. Ouais. Je vais rincruster pour les amis de Toga qui viennent d'arriver. Bonjour à tous, désolé de ne pas pouvoir participer depuis le fief Boeing à Seattle. Bonne émission. Alors regarde Toga, sur quoi évolue notre ami Thibaut. Voilà, elle est belle hein, cette machine. Voilà, donc ça, c'est l'avion. Exactement. Voilà, et normalement, ici, c'est le cockpit. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Le plus beau bureau du monde, comme on a dit. Super, tu vois. C'est pas le Ça même vaut la que le 350. tien. là. Ça vaut... Merci Thibaut, ton parcours est très impressionnant vu ton jeune âge. Que pouvons-nous te souhaiter? C'est une question de Zab le pilote. Merci de continuer comme sur cette lignée. Voilà, Ouais. là aujourd'hui, donc depuis un mois, je suis passé instructeur Falcon. Donc maintenant, je fais les formations QT et les formations en vol sur le Falcon. C'est un nouveau défi que je prends à cœur et avec plaisir. Ben voilà. Donc voilà, de continuer sur cette lignée. Merci à toutes celles et ceux qui arrivent. Adam, MLPB qui vient d'arriver. Merci à tous pour vos follow. Bienvenue à Bart aussi, 0104, j'en ai peut-être raté, excusez-moi. Lord Gibus, pourtant les turbines tournent à l'intérieur, donc on doit le sentir. Existe-t-il des réacteurs avec des turbines qui tournent en sens opposé pour contrecarrer cet effet? Alors vu qu'il y a la turbine, elle tourne dans tous nos fans nous tournent dans le même sens. On ne sent absolument pas la dissymétrie. C'est pas vraiment comme une hélice. Notre fan, nous, il est pas très très gros, donc on n'a aucune sensation de dissymétrie. Et il est contenu en plus dans un. il est contenu dans un dans le corps du réacteur, donc non, on ne sent absolument aucune dissymétrie. Après, on a le fan qui tourne dans un sens. Donc le fan, c'est les ailettes qu'on voit du réacteur apparentes. Et on a tout le corps du réacteur qui tourne dans le sens opposé. Donc en fait, on va avoir un espèce de contrebalancier qui va se créer à l'intérieur du réacteur. Voilà, bon, vous avez toutes les réponses. John, 73-73, comment se comporte un Falcon lors d'une remise de gaz, notamment par rapport au couple généré par un seul moteur en marche à gauche ou à droite, et sur l'effet de lacet? Alors pour l'instant, je touche du bois, j'ai remis les gaz en N-2 qu'au simu. Ouais. Donc voilà, il y a un petit peu de lacet, mais finalement pas tant que ça, parce que les réacteurs sont très très proches du fuselage, donc on n'a pas ce mouvement de lacet comme on pourrait avoir avec un turboprop ou avec un 330, 350 ou un Boeing, où les réacteurs sont plus éloignés du fuselage. Donc finalement, on n'a pas trop ce mouvement de lacet. Après, on a une procédure particulière pour la remise de gaz avec deux moteurs en panne. On ne remet pas les gaz au minima IFR qui sont à 60-70 pieds, sinon ça ne marche pas. Nous, on remet les gaz à 300 mètres sol, donc 1000 pieds, où on accélère sur le moteur vif, on rentre tout, le train, les volets, on accélère en descente et on prend l'élan pour repartir. Ah, ok. Voilà, c'est une procédure un petit peu particulière. Voilà. Vous savez tout. Vous allez être lâché Falcon sur Flight Simulator, c'est beau. C'est pas compliqué. Le Falcon n'est pas un avion compliqué, franchement. Cette question de M-Stream 5, est-ce que ensuite tu vises la ligne plus tard? Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Je m'épanouis dans ce que je fais. Je m'épanouis dans mon métier, donc pour l'instant, non, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Non. Bon, pas pour l'instant. Voilà. Donc, qui est-ce qui posait cette question? Je sais plus. Bon, il faudra attendre pour que Thibaut vous tourne. À moins que tu payes pour aller dans le Falcon, évidemment. C'est une autre histoire, ça. God Guinea Pig. Quel conseil donnerais-tu à un jeune pilote qui vient de terminer son ATPL pour trouver du travail? Viser les compagnies nationales, low cost, cargo. Alors, tu peux aussi nous en parler par ta casquette d'instructeur. Alors, ce que je conseille, moi, c'est de trouver l'opportunité déjà qui nous plaît et de voir où est-ce qu'on peut aller également avec notre expérience. Ce que je dis aux élèves, c'est de viser forcément très très haut parce qu'on sera forcément déçu à un moment donné. Donc il faut viser ce qu'on veut et ce qu'on peut. Ce qu'on veut, c'est... Alors il y en a qui veulent la ligne évidemment,
bah, la ligne en sortie d'école, ça va être du low cost, ça va être Ryanair, ça va être EasyJet, ça va être Smartwings par exemple. Il y en a qui veulent de l'aviation d'affaires, plus rare, mais ça c'est beaucoup plus accessible en sortie d'école et on peut vraiment progresser très très vite. Et au bout de 2-3 ans, on peut tout à fait aller en ligne et postuler dans des compagnies nationales. Le cargo, pareil, c'est un petit peu encore une branche un peu à part. Le transport cargo, en général, il faut quand même des prérequis assez élevés. Donc en sortie d'école, c'est pas forcément évident de faire de la ligne, si ce n'est des low cost qui demandent de payer leur QT la plupart du temps. L'aviation d'affaires, c'est du CS25, c'est la même catégorie que de la ligne. C'est du multipilote, ce sont les mêmes types d'heures qu'on fait en ligne et c'est vraiment ça qui compte. Ouais. Donc après, il faut trouver aussi en fonction du marché, de l'offre et de la demande et de trouver chaussures à son pied. Tu vois, on va faire des heures de jet pour Ça fait longtemps, tu vois. Alors, on salue Tutur, notre ami Tutur qui est là. Salut Tutu. Salut Tutur. Ben voilà. Vous savez qui Sans c'est en rien plus, mais moi j'ai compris. Ben oui. Ah oui. Salut, hello les copains, bonne émission, nous dit-il. Cette question de Yannou, comment devenir instructeur? Alors, instructeur, on peut parler d'instructeur comme on fait nous, FI, oui, voilà. mais aussi instructeur Falcon. Oui. Ouais, je crois que c'est plus ça. C'est plus ça la question. Alors, instructeur Falcon, c'est ce qu'on appelle le TRI, le Type Rate Instructor. Là, il faut donc un certain nombre de prérequis, notamment 1500 heures de multipilote, quoi qu'il arrive, et 30 heures de vol sur la machine. Donc une fois qu'on a ça, on passe un stage de TRI, où on apprend à apprendre à des stagiaires, donc au simu, on ne fait pas de formation sur l'avion. On fait ça au simu, on leur apprend à apprendre, on apprend une QT, on apprend les systèmes de l'avion. Et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle lever une restriction pour ensuite faire des instructeurs vol. Donc il faut faire 1 heure de tour de piste avec l'avion, et puis apprendre à faire des tours de piste sur l'avion pour faire du base training par exemple. D'accord. Voilà. Donc dans ton métier, tu en fais régulièrement tu donnes des cours? Oui, alors régulièrement, pas forcément, mais je vais faire tout en tant que pilote dans une compagnie publique. Tous les 6 mois, on doit passer au simu. Et donc moi, je vais retrouver tous les pilotes de Falcon 100 tous les 6 mois. Donc on va dire 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois. Je vais me faire 1 semaine de simu avec ces pilotes-là et leur refaire des petits refresh sur les systèmes, les procédures, certaines pannes qu'on peut avoir, des pannes un petit peu récurrentes par exemple qu'on peut avoir. On va les voir au simu, on va voir comment les traiter, comment y répondre. Voilà, on les retrouve régulièrement. Donc une fois par mois, on va dire, je vais faire quelques jours de simu, oui. Bon, voilà. Pardon, donc pas trop compliqué la vie de famille, on en a déjà parlé. Il n'y en a pas, au moins c'est facile, c'est rapide. Voilà. Et cette question de Run to the Sky, est-ce que tu as déjà eu des frayeurs, genre collision aviaire ou d'autres petits soucis comme ça Alors collision aviaire, non, jamais de collision aviaire. Des frayeurs, de temps en temps, oui, on va toujours avoir. Alors ce qui fait un petit peu peur au début, je suis jeune commandant de bord, des fois c'est des jeunes copilotes qui arrivent. Nous on est souvent pris par le temps, par l'opération, par tout ça. On n'a pas forcément le temps qu'on veut pour bien expliquer et bien briefer, donc on part. Et puis des fois un réflexe qui traînait par-ci par-là et on se dit merde, ça je l'avais pas prévu. Ouais. Voilà, ça peut arriver. Après des frayeurs en soi, non. Il y a des fois on peut se faire surprendre un petit peu par la météo, notamment en Afrique ou avec ce qu'on appelle le front intertropical, qui est un front orageux très très violent. De nuit des fois, oui, ça peut surprendre un petit peu. Parce que même si on a les radars météo, les anti-givrages, les igniteurs, on a tous les systèmes, mais les orages montent tellement haut, des fois on peut pas les éviter, donc malheureusement. Dedans. Voilà, Faut malheureusement. allumer les ceintures. Faut allumer les ceintures, faut Sangler les attacher, passagers. tout sangler et attendre. Il y a que ça à faire. Sangler les chats. Sangler N'oublions pas les caisses du chat aussi. Ah évidemment. Mais ça, elles sont sanglées avant de partir, c'est obligatoire ça. Voilà. Allez, dernière petite question, puisque ça passe, hein, 22h05. Hop, je l'affiche, je la mets en avant même direct. Merci beaucoup. Voilà, donc cette question, le vol le plus long que tu aies fait et le plus court? Alors le plus court c'est souvent Lyon-Grenoble parce que Grenoble c'est notre terrain d'entraînement. Donc nous on a notre base mécanique à Lyon-Bron et on fait souvent Lyon-Grenoble pour du training. Là le dernier que Ça j'ai va vite, hein? Ça va très très vite, oui. En général on le fait même en VFR parce qu'on n'a pas le temps de faire des procédures. Mais là le dernier vol court que j'ai fait et en IFR dû à la météo, c'était Angoulême-La Rochelle. On a déposé un client à Angoulême, le prochain était à La Rochelle, donc on a fait 12 minutes de vol.
Voilà, c'était assez court. Combien ça coûte 12 minutes en fait? Je sais même pas. Franchement, je pourrais même pas te dire. Le plus long que j'ai fait, c'était un vol Medevac sur donc une des branches, parce qu'on avait un patient à ramener de Bali en Indonésie jusqu'à Paris. Donc avec quelques petits stops. Le plus long que j'ai fait, c'était donc une des étapes qui était de Dhaka au Bangladesh jusqu'à Tbilissi en Géorgie. On a fait 8h45. Voilà, ça commence. En Falcon 50, là, ça commençait à être un petit peu long même pour l'avion. Vous avez du personnel pour vous ravitailler, vous emmenez des choses vous-même, comment ça se passe? Alors c'est en vol médical, on est nous-mêmes. Donc là on était 3 pilotes, donc avant de partir on a été se chercher nos sandwichs, nos salades, de quoi tenir tout le vol. Et sinon quand avec des passagers, on a donc notre hôtesse qui s'occupe et de ravitailler les passagers et de ravitailler les pilotes également. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as déjà transporté des célébrités? Oui. On peut donner les noms, pas du tout. Non. Interdit. Oh là là. Non, On saura pas. pour le reste de l'activité, non. Thomas Pesquet, non. Non, il pilote tout seul. Voilà. Non mais il pilote pas ici, lui, il pilote en spécial. Et puis là, voilà. Tu voudrais emmener Thomas Pesquet quand tu seras pilote de jet? Oh là là là. Ça faisait au moins 10 minutes. Décidément, je vais même pas avoir le temps de faire de l'instruction que déjà tu m'envoies en Mais affaire. non. Mais tu vas voir, l'affaire, c'est franchement, j'ai fait un petit peu d'instruction aussi, j'en fais encore. L'affaire, tu vas voir, c'est un régal. Franchement. Et Cynthia pourrait partir faire de... Bien sûr, Ben voilà. bien sûr. Ça, c'est ce qu'on dit, mais tout le monde est d'accord. Hein. Mais oui. Mais tu continues de faire la zone, par contre. Ah oui, je me suis C'est ça. En engagée, live, je continue. en distance, quoi. Mais oui. On va trouver Bon. des solutions. Oui, il n'y a pas de problème avec des solutions. Exactement. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez encore des questions à poser à Thibaut avant de parler du programme à venir de la zone? On vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour poser vos questions qui restent. Alors, la question c'est est-ce Oui. qu'on peut faire des lives dans le Falcon? Parce qu'il y a une demande de live dans le Falcon quand même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être. Non, ça peut s'envisager, oui. Ça pourrait. Il y en a 2 qui arrivent là, hop, je les mets de côté. Voilà. Et je les affiche. Bon allez, ça sera les 2 dernières puisque ça avance vite. Est-ce qu'un Falcon 900 peut atteindre l'espace? Non, on aura décroché avant. Le plafond maximal du Falcon 900, c'est 51 000 pieds. Personnellement, j'ai jamais réussi à l'emmener au-dessus de 47 000 pieds, ce qui est déjà énorme. Non, 470, ça fait haut. niveau 470, ça commence. Au moins, t'es pas emmerdé par les autres avions. Oui. Tu vas là où tu veux, t'es tranquille et tu consommes plus rien. C'est plus haut que les avions de ligne. Exactement. Les avions de ligne, en général, c'est entre le 3.5 et le 3.9. Nous, c'est là où on va commencer et au fur et à mesure du vol, on va se délester. Et on va vouloir monter au fur et à mesure pour consommer moins, évidemment. Ah oui, donc on mange du carburant, Ouais. donc on est moins lourd, donc l'avion monte. Exactement. Ok. C'est oui. vraiment sur le long courrier, c'est ce qu'on va, on va optimiser au maximum notre consommation. Et le record que j'ai fait, c'était avec le 50, le niveau 4,90, où voilà, là on consommait plus rien, on avait une molécule d'air tous les 500 km. Mais on part à un niveau 3,7, 3,9, on va faire X heures de vol, on va délester, puis on va monter. Et ça va aussi beaucoup dépendre de la température. 1 degré, ça peut paraître rien pour nous, et 1 degré là-haut, ça peut beaucoup changer nos performances. Ok. Beaucoup. Même pour les vols long trajet, il n'y a pas de pilote pour reprendre la main. Ah bah, comment ça? Enfin, on est toujours à... Vous êtes toujours 2? Oui, on est toujours 2. Ok. Toujours 2. Si on n'est que 2, il y en a un qui peut se reposer. Non, on est toujours 2. Toujours 2. Il y a Flavio qui dit, moi qui étais content hier d'avoir bloqué le niveau 100. Mais c'est un début. Mais c'est un début. Ça viendra. Voilà, exactement. On est tous passés par là. Voilà. Mais tu vois, Philémon qui dit oublie ma question, mais non, parce qu'au travers une petite question ironique, on va chercher, Et oui. on apprend des choses, et c'est tout l'intérêt de la zone aéro. Hein. Est-ce que tu perds de la puissance due à la raréfaction, on va dire, de l'oxygène dans l'air? Alors, de la puissance, pas forcément, parce que on va en haut, on va donc la densité de l'air va diminuer. Par contre, on va avoir notre TAS, la True Airspeed, la vitesse vraie qui va augmenter parce qu'on aura moins de frottement sur les ailes. Donc finalement, et on va consommer moins parce que le rapport air-essence, ça reste un peu comme du piston, on va diminuer aussi, donc moins d'air, moins d'essence. Donc on aura un peu moins de puissance délivrée, oui, mais finalement on va gagner en vitesse parce qu'on aura moins de frottement, beaucoup moins de frottement et on consommera moins. Donc ce sera plus On intéressant. gagne d'un côté, on perd de l'autre. En fait, Exactement, c'est c'est un équilibre. ça. Ok. Allez, les 2 dernières questions de cette émission M-Stream 5
qui demande, donc tu as passé la classe 1 et pour tous les pilotes, c'est ça? Oui, pour tous les pilotes professionnels, c'est la classe 1 dans un CEMPN, un centre d'expertise médicale du personnel navigant, qui est obligatoire tous les ans et tous les 6 mois à partir de 40 ans en transport public. Donc tu vois, tous les ans. Voilà. Ouais. Il faut repasser sa visite Oui, Pour médicale. les pilotes de jet d'affaires. Et de ligne et de tout le monde. Et instructeur, voilà. Tout. Et puis, ouais, je le passe mardi prochain, première fois. C'est une admission M-Stream. Bon courage. Bon courage. Ah ouais, Voilà. ça va être incroyable. Faut pas trop stresser parce que Faites bien ça les se choses. voit. Bon courage. Il y en a qui ont peur de repasser votre classe 1. Ben non, entretenez-vous les gars, regardez-nous. Oh, je la passe vendredi encore, voilà, ça se passe Ah très bon bien. Hein. Oui, Ah bah d'accord. voilà. Allez, dernière petite question. Que se passe-t-il si un pilote fait un malaise? Alors, on est formé, on a des simulateurs où on fait ce qu'on appelle un crew incapacitation, c'est-à-dire on simule l'incapacitation totale du pilote, donc d'un des pilotes. Et on va ramener l'avion en sécurité tout seul en faisant les procédures, les checklists, la radio. Et on ramène l'avion et on prévient les secours pour notre collègue, même si on l'aime pas. Ah bah, ça c'était gratuit. Bien. J'espère que tes collègues te regardent pas parce que... Non, mais je les aime tous, mes collègues. Franchement, j'ai de la chance d'avoir des collègues comme ça. Merci M-Stream, vous entendez les applaudissements. Voilà, vous avez les points de chaîne pour remercier Thibaut d'être venu nous voir. Merci à vous, merci beaucoup. Il y a des nouveaux points de chaîne d'ailleurs, vous pouvez regarder, hein, ceux qui en ont, vous pouvez les déclencher. Merci en tout cas à Thibaut d'être venu nous voir. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Excellent, Bon bah voilà. excellent. Autant pour une prochaine fois. Un nouveau regard sur l'aviation. Non mais c'est bien. C'est à chaque ça. fois, on a des On est là pour ça, voilà. Ah, C'est l'aviation d'affaires. Là, j'étais au salon du Bourget pendant tout ce week-end et on me disait souvent, c'est vrai que l'aviation d'affaires est une facette qu'on met pas forcément en avant ou qu'on cache ou qu'on décrit parce que environnement, etc. Mais faut pas voir que y a que l'aviation d'affaires où on transporte monsieur pour aller chercher sa baguette de pain. La plupart des vols, c'est des vols avec, oui, il y a des familles, mais il y a aussi des vols où on transporte des patients, on transporte des organes, on transporte des personnes qui ont besoin d'aller d'un point A à un point B, des chefs d'entreprise, des cadres. Voilà, l'aviation d'affaires, oui, il y a la question d'environnement, on y fait attention. Réellement, il y a un réel impact qui est fait avec les carburants, développement durable, toutes les émissions, on essaie vraiment de faire attention. Dès qu'on évite même de consommer, on limite notre consommation, ne serait-ce que pour la compagnie. Donc il y a vraiment un effort qui est fait à l'échelle nationale et internationale de ce côté-là. Et il faut vraiment se dire que oui, il y a de l'aviation d'affaires, oui, il y a des jets privés, mais ça n'est pas que pour faire du Paris-Beauvais, pour aller voir je sais pas quoi et revenir après. Ouais. Voilà. Bon ben voilà, hein, vous avez l'avis et comment dire l'analyse d'un expert. Voilà. Alors les copains, on va parler rapidement du programme de la zone aéro pour les semaines à venir. On affiche le petit encart que voici. On commence par la semaine prochaine. Ce sera en visio, mais on sera en visio d'ici, c'est mercredi prochain. À 20h30, on va parler un petit peu météo avec Vincent Aefliger, qui est à la fois instructeur météo auprès des contrôleurs de l'ENAC. Donc il leur apprend la météo. Vous pourrez d'ailleurs lui poser vos questions sur la météo. Et en plus, il est instructeur vol. Donc il a cette double casquette et on le rencontre et on discute avec lui mercredi prochain à 20h30. Soyez présents, il répondra à vos questions. Ensuite, c'est en plateau le lundi 17 février à 19h30. Donc là, c'est un peu plus tôt. Retenez cette date. C'est Virginie Perra, donc qui est à la fois pilote mais aussi bénévole au sein du comité Aéro Occitanie. Donc bénévole au sein du comité et qui nous parlera à la fois de sa passion mais aussi l'importance de l'engagement en tant que bénévole dans l'aviation légère, notamment sur les comités et les associations, on va dire, d'aéroclubs pour avoir plus de poids et défendre l'aviation légère. Donc Virginie, c'est 19h30 le 17 février, ce sera au bar principal, si j'ose dire. Voilà. Voilà, le vrai bar. C'est ça. Ensuite, on retrouve nos amis chroniqueurs de Push to Talk, et j'en profite puisque vous êtes assez nombreux dans le chat. Si vous êtes passionné d'aviation, vous avez un petit peu de connaissances, vous voulez échanger, rejoignez-nous en tant que chroniqueur et participant de l'émission Push to Talk, libre antenne de la zone aéro. Vous avez la parole, il y a des chroniqueurs qui proposent un sujet, on se rejoint, on discute tous ensemble. On a parlé commandement de bord lundi avec des auditeurs qui sont venus nous voir.
Il y avait Loïc, il y avait Togalok. C'était très intéressant. Et l'émission, d'ailleurs, elle est en replay pour ceux qui sont subs sous Twitch. Donc le prochain Push to Talk, le 24 à 20h30, présenté notamment par Stéphane, MLN208, et Pierre, The Flying Frog. Et puis enfin, on terminera ce mois de février à 20h30, le 26 février, ici en plateau, avec un collègue. C'est Romain Coeur, qui viendra nous voir. On parlera Aura Aéro. On vous a déjà parlé de ces avions, l'intégrale électrique qui a été certifiée il n'y a pas longtemps, mais aussi l'intégrale Voltige, puisque Romain est pilote de Voltige et instructeur Voltige, je crois aussi. Donc, on parlera avec lui de son travail de pilote de marque et puis de faire de la Voltige et de ce projet Aura Aéro, parce qu'il est ingénieur au départ. Donc, on va parler un petit peu de sa carrière et comment il en est arrivé là. Un beau programme. Bah, ça devrait. Ah, oui. là, Ça devrait. il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Exactement. Voilà. Hop, on efface le programme. Merci à Julot pour les liens sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux de la zone aéro dans lesquels vous retrouvez des petits shorts, des fois, des petits reels sur les différentes émissions. Je vous rappelle que vous avez aussi tous les programmes qui sont publiés, donc vous ne pouvez rien rater. Vous avez le Discord de la zone aéro pour continuer les échanges, notamment avec Run to the Sky qui propose chaque semaine des sujets. Il y a des petits jeux, il y a des petits trucs sympas. Ouais. Hein, tu vois, tu peux recommander, hein, Cynthia, parce que t'es J'adore y participante. participer. Merci d'ailleurs pour ton investissement. Voilà. Et puis, vous avez ce qu'on a dit depuis le début pour soutenir la zone, notamment la page Patreon, et puis la chaîne YouTube que vous pouvez liker et relayer toutes les vidéos avec les replays. Cette émission sera en replay dans 14 jours sur la chaîne YouTube. Voilà, N'oubliez on pas a fait le pouce. tour. Faut pas oublier le pouce sur YouTube. Ouais, le pouce, vous pouvez commenter, liker, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Yannou, merci beaucoup, la zone aéro, au top comme d'hab. Merci Thibaut. Merci à vous, évidemment, d'être resté un petit peu plus tard que prévu. Mais en tout cas, c'était sympa dans l'échange. Apparemment, le sujet apportait émulsion, là. Donc, Voilà. C'est tout l'intérêt. Oui, voilà. N'hésitez pas à venir sur Discord. Et d'ailleurs, pour avoir l'intégrale de ce qu'on vous a dit, lazoneaéro.fr, c'est le site sur lequel vous avez tout, lazoneaéro.fr. Voilà, dans un instant, on va faire un raid, je ne sais pas encore chez qui ça va être la nouvelle, et quand on arrive sur la nouvelle chaîne, vous envoyez des petits pictos de la zone aéro, des logos et compagnie, comme ça on arrive en masse. Voilà, et ça marque le coup. Merci Thibaut. Merci à vous, merci à vous tous. Merci Cynthia. merci Seb, comme d'hab, au top. Merci à vous. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Fly safe pour tous ceux et celles qui volent. Et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Ciao. les Bonne amis. soirée. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your